Parce qu'ils vont les petits gars, les petites filles, ça va bien? Les copains, moi ça va très bien. Déjà la deuxième semaine de Trasulté, puis la saison est repartie. On a repris notre air d'aller, là. C'est hopidou là, un pédalo qui part. C'est vraiment là, tripant à l'os, les jeunes. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous avez aimé l'épisode de la semaine dernière qui était fort apprécié. On a eu du bon feedback avec Max Talbot et PY Roi des Marais, qu'on peut d'ailleurs apercevoir dans les nouvelles pubs du lait, le thé lait roman, avec une distribution tout feu tout flamme. C'est pas une pub en passant, je veux juste, il me paye pas, c'est juste, ça me fait penser, avec Paula et plein de monde, Fabien Cloutier là-dedans, en tout cas. Je sais pas pourquoi je plug PY d'entrée de jeu, c'est juste, ça vient me chercher des émotions. D'ailleurs, avant que je parle de l'épisode d'aujourd'hui, je voulais juste faire un shout-out parce que j'ai participé au podcast d'un ami qui s'appelle Thomas Levac, que vous connaissez sûrement, parce qu'il est très connu de sous-écoute. Je viens juste de dire la phrase très connu de sous-écoute, c'est un peu, ça frôle l'antithèse, mais en fait, non, c'est ça. Oui, c'est quand même écouté. Sous-écoute, peut-être le podcast le plus écouté au Québec, mais Thomas, est un auteur très talentueux en humour et qui s'est fait connaître par ses passages colorés, pour le moins, qu'on peut dire pour le moins, à sous-écoute, et qui a fait un podcast qui s'appelle, je sais même pas si c'est le podcast de Thomas Levac, je pense que ça s'appelle. Et donc, je suis passé au podcast, on a eu beaucoup de plaisir. J'ai même joué une de mes chansons, puis des anecdotes, tout ça. Donc, je fais un shout-out parce que pour vrai, c'est un gars que je trouve très drôle. Il a même sa soirée d'humour à Montréal. Puis là, je suis passé sur son podcast. L'épisode est sorti dans les dernières semaines. Donc, si vous allez voir ça, moi qui raconte, qui parle d'un des invités de Dressel de la prochaine saison, qui est décédé entre l'enregistrement et la diffusion qui est même pas encore passée. Donc, si vous voulez savoir c'est qui, allez écouter le podcast de Thomas Levac qui est disponible sur YouTube. Allez voir sa page Facebook, sinon c'est disponible. Avant que je vous présente l'invité d'aujourd'hui, puis honnêtement, je suis très très content, très fier de l'épisode d'aujourd'hui. Je vais juste faire mon petit segment, en fait ma petite suggestion mon segment que j'intitule le podcast culturel. Non, le Pro Shop culturel de Dave, c'est le petit segment de mon podcast où je vous suggère, semaine après semaine comme ça, des petites, que ce soit des suggestions culturelles, livres, films, tout ça, reliés de proche ou de loin au hockey, mais qui m'ont marqué récemment. Et le livre que je vous suggère aujourd'hui, c'est un livre qui m'a été offert par mon ami Guillaume Girard. Alors que on faisait le Gagiste pour rire à Jay cet été, puis il m'a écrit un joli petit mot dans le livre. Faites, quand vous donnez un livre, marquez un mot dedans. C'est très personnalisé, ça devient comme une carte. Il y a un souvenir, et il faisait une blague que moi j'étais le Wayne Gretzky de Jay du temps parce que je l'avais aidé à écrire un peu sur le podcast et que je faisais des belles passes. Et j'étais le Gretzky de la blague et je trouvais ça très très flatteur. Et j'ai lu le livre en question qui s'appelle 99 Gretzky, His Game, His Story, par le journaliste canadien Al Strachan, qui est un columniste, comme on dit en anglais, qui a écrit pour The Gazette à Montréal, qui a écrit pour Toronto Sun, Globe and Mail, et qui est un ami personnel à Gretzky. Et moi, je vais vous avouer, j'avais une espèce de relation un peu spéciale avec Wayne Gretzky parce que, c'est facilement le nom le plus connu du hockey. Je veux dire, c'est un des noms les plus connus à travers la planète. Moi, j'ai un ami qui a marié une Bulgare et qui m'a dit, j'avais entendu deux noms canadiens dans ma vie, Bryan Adams puis Wayne Gretzky. C'est vraiment le nom synonyme de hockey, le joueur avec le 61 records, je veux dire, la face du sport, c'est Wayne Gretzky. C'est un des noms synonymes, c'est presque une marque, je veux dire, Wayne Gretzky, c'est à ce point-là que c'est connu. Et je l'ai pas énormément vu jouer de par mon âge. Donc, quand il a pris sa retraite, j'avais 10 ans. Donc, je l'ai très, très peu vu jouer, plus vers la fin, en plus. Et je me souviens très bien, très clairement de sa retraite. Je m'en souviens, on avait regardé cette game-là avec mes parents à la télé. C'est une grosse cérémonie, une grosse célébration d'avant-game, pendant la game, d'après-game. Il avait d'ailleurs perdu en overtime contre Jaromir Jagr, qui avait marqué le but gagnant. Et en overtime contre les Pingouins. Puis, il y avait Mario Lemieux dans l'assistance, Marc Messier. Bref, je me souviens de ça, mais je l'ai pas autant vu jouer que certains. Et je sais que c'est un gars, qui est, selon beaucoup de monde, c'est le plus grand joueur de tous les temps. Personnellement, de mon côté, j'ai toujours comme préféré Mario Lemieux, pas parce qu'il est québécois ou rien, mais juste parce que je considérais que c'est un talent qui était juste incomparable et intemporel. Tu sais, Mario Lemieux, à n'importe quelle époque, pourrait jouer. Et Wayne Gretzky, je me disais, je le respectais beaucoup, mais j'avais pas... Il manquait même si je connaissais bien son histoire, son père, Walter Gretzky, il manquait de viande autour de l'os pour que j'apprécie autant. Je savais que je l'appréciais pas à la hauteur de ce qui devait être apprécié. Et donc, c'est pour ça que j'étais très content qu'il m'offre ce livre-là. Et
J'ai beaucoup apprécié parce que bon, comme je dis, Al Strachan, c'est très chronologique, c'est pas très l'enfance de Gretzky, c'est plus comme son âge adulte, mais c'est tout bon, ce qui est toute sa carrière un peu jusqu'à sa retraite et son après-retraite, là, les équipes canadiennes, tout ça. Et c'est très intéressant parce que bon, ça a un peu un insider information, du insight comme on dit en anglais sur Gretzky, sur sa vie, sur ce qui s'est vraiment passé, puis sur comment il a influencé le sport. Bon, ce que j'aime aussi, c'est sûr, Al est complètement, son ami qui écrit le livre est complètement biased, là, il est complètement biaisé. Des fois, tu te demandes si Gretzky le paye pas pour lui faire la promotion de comment c'est une grande personne sur la glace, mais encore plus hors de la glace et tout ça. Mais ça reste que ça donne quand même une bonne idée du portrait de Wayne Gretzky. Puis ça m'a beaucoup fait plus comprendre parce que Wayne Gretzky, mettons quelqu'un qui a jamais vu jouer Pavel Datsyuk ou a jamais vu jouer Kovalev, tu lui dis de marquer son nom sur YouTube, il va trouver des highlights, il va faire wow, ok, on parle d'un talent. Wayne Gretzky, c'est pas le genre de gars que tu peux écrire Gretzky sur YouTube, ça va te donner, mettons, des buts où il a battu des records, ça, mais c'est pas indicatif de sa game et de comment il a dominé. Parce que Wayne Gretzky a violé le sport du hockey. Il est à 1000 points, plus que 1000 points devant le deuxième scoreur. Lui, il est premier de tous les temps. Là. Le deuxième est tellement loin derrière, il est comme plus que 1000 points. Tu sais, ça n'a aucun sens. Si tu enlèves tous les buts à Wayne Gretzky dans sa carrière, il est quand même premier scoreur. C'est absurde à un niveau. D'ailleurs, Alex Ovechkin est en train d'essayer de rattraper les 894 buts de Wayne Gretzky. Il a passé les 600, donc les gens se demandent jusqu'à quel âge peut jouer Ovechkin. Est-ce qu'il peut rattraper Gretzky, et ça malgré le fait qu'il s'est fait enlever une année complète et demie de lockout. Donc à suivre, mais côté de Ovechkin. Mais bref, donc c'est pas un gars que tu peux regarder sur YouTube. Ah, ok, oui, je comprends. Non, c'est un gars qu'il faut que tu aies vu jouer, parce que sa game, c'était un gars dont c'était une intelligence de jeu. C'était un joueur d'échecs sur glace, Wayne Gretzky. D'ailleurs, il compte une anecdote fascinante qui vous donne une idée dans le livre. Il parle de comment Wayne Gretzky, il est tellement conscient de ce qui se passe à la glace, il est tellement, tu sais, un genre de cerveau qu'en patinant avec la rondelle, en zone neutre, il passe à côté de l'arbitre, puis il dit à l'arbitre, hey, son 6 joueurs à l'autre bord. Tu sais, il y a 20 000 personnes dans l'aréna qui regardent la game. Personne ne voit que l'autre équipe, il y a 6 joueurs sur la glace. Lui, il est en train de jouer avec la rondelle à toute vitesse, puis il sait que l'autre bord, ils sont en infraction avec un joueur de plus. Tu sais, ça n'a aucun sens, son intelligence. Mais surtout, tout ce qu'il a fait... bref, tout ça pour dire. Donc, c'est un gars qu'il faut que tu vois jouer en vrai. Donc, je me suis mis... Ce livre-là m'a envoyé évidemment dans un excès, une spirale, un tourbillon qui aurait pu mener à ma perte. Alors que j'en suis venu... Écoute, j'étais rendu à regarder des games de la Coupe Canada 87 au complet. C'est grave, là. Ça va... Ce qui nous ferait dire que c'était carrément un autre sport avec l'accrochage dans le cou puis d'en face. C'était de toute beauté. Mais non, c'est ça. Donc, ça m'a vraiment plus... puis j'ai vraiment apprécié regarder ça puis voir Wayne Gretzky. Tu sais, par exemple, parce qu'il parle, mettons, d'extrait à la game... Il va dire, mettons, à la game 2 de la Coupe Canada 87, je considère que c'est ma meilleure game. Donc, d'aller voir cette game-là où il n'y a pas eu de but, mais 5 passes. Donc, d'aller voir ça, de voir un peu son jeu, c'est la manière qui est très intelligent sur le jeu. Comment, tu sais, je pense que s'il y avait un titre à donner à Wayne Gretzky, parce que quand tu dis le meilleur joueur au monde, c'est sujet à débat, mais c'est le joueur le plus intelligent, je pense, de tous les temps. Parce que, à la base, quand tu dis Wayne Gretzky, tu dis, quand ça se fait qu'un gars qui était pas si gros que ça, pas très fort physiquement, pas le patineur le plus rapide, il n'y avait pas le coup de patin à Pavel Bure, et il y avait un tir, il y avait un bon tir, mais il n'y avait pas le tir à Brett Hull, il n'y avait pas la portée, le physique de Mario Lemieux. Comment ça se fait que il a dominé le hockey comme... Je pense que le Sports Illustrated avait déterminé que c'est la personne qui a le plus dominé son sport. C'est fou comment... Quand c'est que ce gars-là, avec les attributs que je viens d'écrire, a autant dominé un sport, mais c'est vraiment son cerveau, son intelligence. Et c'est ça, et puis c'est ça qui a été le fun de découvrir, je trouve, de lui en le voyant jouer. Puis j'écoute, je me suis rendu à regarder la World Cup de 96, ça, puis encore une fois, il était rendu vieux, mais il était encore... Juste son intelligence de jeu, puis c'était quand même assez impressionnant. Puis aussi de comprendre, puis un peu aussi avec le livre, toute l'importance qu'il y a eu dans le hockey en général, son impact qu'il y a eu sur la Ligue nationale, sur le développement du sport, particulièrement aux États-Unis, quand il a été échangé à Los Angeles, qui était pas nécessairement son choix, qui est comme c'est bien expliqué dans le livre, alors que certains ont fait croire que c'était son choix. Qu'est-ce que ça a apporté au hockey en Californie, mais aux États-Unis, le fait que maintenant il y a des équipes à Anaheim, à San Jose, en Arizona, tout ça, c'est beaucoup de son héritage, puis comment il a aidé,
c'est ça, à vendre le hockey mondialement, alors qu'il arrive dans une ville de cinéma où le monde ne sait même pas c'est quoi le hockey et c'est quoi les règles. Tu sais. Donc, bref, tout l'héritage, comprendre l'importance de Wayne Gretzky. Comme je vous dis, oui, c'est écrit par un de ses amis, puis c'est biaisé, puis des fois, tu te dis, mon Dieu, à quel point, là, tu sais, genre, Wayne, il est au-dessus de ton épaule en train de lire, tu sais, ce que je pense pas qu'il était le cas, mais je rappelle le nom du livre, 99 Gretzky, His Game, His Story, par Al Strachan. Ça se lit assez facilement, là, c'est pas... donc bref, s'il y en a qui veulent, je veux pas dire se réconcilier, mais en tout cas comprendre en tout cas l'héritage de Wayne Gretzky à travers sa carrière et tout ça. Il revient sur les Olympiques, les fameux Olympiques où il a été laissé de côté au tir de barrage en 98 avec l'image qu'a marqué là, les fans de lui qui est comme la tête entre les jambes avec les larmes aux yeux au banc. Donc bref, je m'emporte. Mes intros vont être de plus en plus longues si ça continue, mais bref. Checkez ce livre-là, puis n'hésitez pas de me répondre aussi, de donner du feedback, que ce soit sur les, pas que ce soit, mais par les médias sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, tout ça. J'ai hâte d'avoir votre feedback sur les trucs que je propose. Le premier épisode, j'avais parlé du documentaire de Russian 5. Si vous l'avez regardé, faites-moi en part aussi, ça va me faire plaisir de savoir qu'est-ce que vous pensez de ces petites suggestions amicales, certes. Donc, l'épisode de cette semaine avec un nom que vous ne connaissez pas nécessairement, mais en fait que vous ne connaissez sûrement pas, Gilles Ouellette. Je suis tellement content parce que Adresse le Tape, ce que j'aime, c'est vraiment d'aller chercher justement des sujets juste parfaitement assez proches du hockey, mais aussi qui sont intéressants pour tout le monde. Et c'est un excellent exemple cette semaine parce que Gilles Ouellette pratique le hockey sonore. Oui, vous avez bien compris, le hockey sonore, qui est un hockey pour handicapés visuels. Et il est même très impliqué dans l'organisation. Il est même en train de s'assier pour l'équipe canadienne, tout ça. Je ne vais pas en dire trop, je vous laisse découvrir dans le podcast, mais c'est assez fascinant. C'est un hockey qui a ses propres règles et tout ça, puis c'est quelque chose que je savais pas qu'il existait, mais que je trouve qui est malade. On va en apprendre aussi sur c'est ça, comment ça fonctionne, mais aussi il y a probablement la mère qui a rencontré sa femme et peut-être une des histoires les plus romantiques et inspirantes que j'ai entendues cette année. Je vous révèle rien d'autre. Je l'ai rencontré le 11 juin 2019 à l'UQAM où il travaille. D'ailleurs, ils sont en train de développer une nouvelle rondelle pour le hockey sonore. Je vous en dis pas plus. Voici, pour le deuxième épisode de la saison, Monsieur Gilles Ouellette. Drette sur le tape avec David Bocage. Donc, je suis aujourd'hui avec Monsieur Gilles Ouellette, qui est, si je ne me trompe pas, président de la Ligue des... Président du club d'hockey sonore, le Hibou de Montréal. Exactement. Et là, les gens doivent penser, c'est un sketch de RBO, le hockey avec. Non! C'était un sketch maintenant. C'est vrai, c'est une option qui est incroyable pour les gens qui ont un handicap visuel. Gilles, première question, parce que beaucoup de gens ont jamais entendu le terme hockey sonore, qui est un terme quand même assez, deux mots qu'on entend rarement ensemble. On dirait un cadavre exquis, hockey sonore. Et donc, s'il vous plaît, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi le hockey sonore? Le hockey sonore, ça se joue en patin. Hein. C'est là que j'en parlais hier justement à une technicienne en radiologie. J'ai expliqué ce que je faisais. Ouais. Et puis, alors, non plus, j'ai jamais entendu parler de ça. Donc, elle m'a demandé, ça joue-tu en luge? Je dis, non, on n'est pas du hockey luge, on est du hockey sonore. La grande différence, c'est que notre rondelle est 2 fois plus grosse qu'une rondelle normale. Mm-hmm. Elle est en métal. Et à l'intérieur de la rondelle, il y a des bearings, des billes, qui fait que quand elle bouge, elle fait du son. Ouais, kickling. Ouais, tout à fait, c'est ça. Tu sais, clicking, ça bouge. Donc, quand elle est frappée, clicking, ça repart, tout ça. Donc, on joue en patin, avec nos bâtons de hockey, équipement complet. Puis là, c'est la rondelle qui est plus grosse au niveau de l'objet de jeu. Okay. Ce qui est aussi différent par rapport à sur la patinoire, c'est nos filets de hockey. En hauteur, ils ont 1 pied de moins que les filets réguliers qui ont 4 pieds. Donc, nos filets ont 3 pieds de haut. C'est ça, OK. Donc, un petit peu différent, mais c'est du hockey sur glace normal. Mais c'est du hockey sur glace normal, qui joue avec des arbitres. C'est ça. Donc là, vous êtes déjà tombé dans la différence des règlements. Donc, il y a les buts qui sont un petit peu plus petits. Ouais. La rondelle qui est plus grosse. Ouais. La rondelle en métal qui
qui peut pas durer non plus un nombre de matchs limité, là. Ça, en fait, j'ai entendu dire même qu'à la base, c'était une canne de soupe de tomates, c'est vrai, ça? Ben, pas la soupe de tomates, une canne de conserve de 48 onces. Une canne de tomates, de jus de tomate, là. Le jus de tomate. Ouais, mais les grosses de 48 onces, là. OK. Ça, donc, c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé comme ça au Québec. Le club existe depuis 1979, qui a été créé, par monsieur Jacques Caron à l'époque. Et, comme objet de jeu, ils se sont trouvés là une canne de conserve là de 48 onces qui enlevait le papier dessus, puis ils peinturaient en noir. Puis une fois peinturé, ils prenaient ça puis ils jouaient là, avec la canne de conserve. L'avantage de la canne de conserve, c'est qu'elle était plus lente, donc ça permettait peut-être un jeu plus lent, mais aussi tout le monde ne pas participer en fonction de sa déficience visuelle. Ouais. Mais c'est que son mouvement, son déplacement sur la glace n'était pas vraiment instinctif comme une vraie rondelle. Ouais. C'est moins fluide. Moins fluide, tu sais, puis elle se déformait. C'est sûr que on pouvait passer 7 à 8 cannes de conserve par match. Okay. Parce qu'elle se déformait un coup sur le bâti à force de 7 à 8 par match. Ouais, 7 à 8 là. Faut boire beaucoup de jus de tomate là rendu là. Ouais, au début, on avait des restaurateurs qui nous les conservaient, puis là, on allait faire la cueillette des cannes de conserve vides. Puis à la fin, on s'est mis à les acheter directement de la conserverie. Puis on se faisait là, soit chez moi ou chez un des membres des Hiboux l'été un barbecue peinture. Et on peinturait tous les membres de l'équipe handicapés visuels, coordonnés par 2-3 bénévoles voyants. On peinturait des cannes de conserve en noir. Là. Donc, on les achetait directement. Ça nous coûtait $1,15 la canne de conserve vide. On l'achetait directement à la conserverie. Okay. On a fait ça jusqu'en 2015. Et en 2015, on a adopté la rondelle de métal là, avec celle qu'on joue actuellement. C'est quand même extrêmement récent. Je pensais que c'était la rondelle, ça veut dire que ça fait juste 4 ans là, que vous... Ouais. Ben, que nous, au Québec, on joue avec ça. Ailleurs, là, en Toronto, Vancouver, ailleurs au Canada, ils jouent avec ça depuis plus longtemps. Okay. Puis nous, ben, pour se standardiser, puis aller avec le restant des joueurs canadiens, on a abandonné la canne, puis on a joué avec la rondelle. Parce que là, les Hiboux, vous êtes la seule équipe de hockey pour, je sais pas comment vous malvoyant, c'est quoi le terme? C'est handicapé visuel. Handicapé visuel. Ouais. Au Québec. Vous êtes la seule au Québec. Oui, on est la seule au Québec. Et il y en a d'autres au Canada, vous avez réalisé? Oui, il y en a là, en 2010, on a commencé à prendre contact avec on dirait, il doit en avoir d'autres. On a pris contact avec les joueurs de l'Ontario et également les joueurs de Vancouver. Puis on a organisé lors du premier défi sportif, ces gens-là sont venus à Montréal. On est venu jouer, il y a eu avant ça peut-être un échange. On est allé faire une partie là, à Toronto avec l'équipe de là-bas. Par la suite, lors du défi sportif de Montréal en 2010, on a fait tous les gens de Vancouver, Toronto et Montréal, on a joué ensemble. Et c'est de là est partie l'association canadienne là, de hockey sonore qui, eux, ont continué à développer ça à travers toutes les autres provinces. Puis maintenant, il y a des clubs de hockey un peu partout à travers le Canada. Là. Puis ça vient, tu sais, le hockey en Ontario, c'est vous avez fait 36 ans, je pense, que vous existez ici? Ou, Nous, ils ont fait 40 ans. 40 ans, excusez-moi. Le club de Toronto, de l'Ontario, existe aussi depuis 40, 41 ans, 43 ans. Là. Mais c'est juste dans les années 2010 que vous avez... Ben, il y a déjà eu des contacts avant dans le passé, là, mais tu sais, ça avait moins bien fonctionné. Tu sais, des fois, là, ça avait moins abusé. Il y a eu des contacts, ça l'a arrêté. Mais vous aviez pas les mêmes règles, c'est ça qui est drôle. Oui, on n'avait pas les mêmes règles. Nous, c'est ça, on n'avait pas les mêmes règles. Quand on a commencé à jouer, puis quand on s'est dit encore on va jouer ensemble, il a fallu comme il y a eu plusieurs conversations entre les 3 clubs pour standardiser les règles. Pour arriver à un contenu uniforme. Ouais. Parce que on voulait que ça justement s'entende. On n'avait pas le même objet de jeu. Nous, on jouait avec la canne en 2010. Ouais. Eux jouaient justement avec une roue de barbecue, on pourrait dire, qui avait inséré dedans justement des billes là, qui faisaient donc qui ressemblaient plus à une rondelle, mais qui la roue de barbecue aussi, des fois quand elle tombait sur le côté, ben elle roulait, elle roulait, revenait facilement sur le plat. Donc il y avait aussi le règlement d'une passe en zone offensive que ça, nous on avait, qu'eux n'avaient pas. Okay. Ça c'est au Québec, tu sais. Donc il y avait différentes. Dans le fond, pour le règlement de la passe, juste pour clarifier, c'est que dans le fond, quand un joueur arrive en zone offensive, il est obligé de faire au moins une passe. Une passe à un joueur de son équipe qui n'a pas été touché par un joueur en défensive. OK. Et ça a été, dans le fond, c'était quoi en fait la raison à la base pour que vous avez installé cette règle-là? Ben nous, on avait installé cette règle-là pour permettre aux gardiens de but, parce que les gardiens de but sont généralement complètement non-voyants.
et les défenseurs voient un petit peu moins aussi, mais peuvent avoir un résidu visuel. Mais principalement pour les gardiens de but, pour qu'ils aient le temps de se repérer. Tu sais, si un joueur en offensif part en ligne droite, s'en va directement au gardien, c'est sûr qu'il est peut-être plus avantagé là s'il y a un résidu visuel, puis il voit mieux pour pouvoir tirer au but. Puis donc, on voulait permettre le jeu d'équipe, on voulait permettre le jeu d'ensemble, puis donner une chance au gardien de but de faire aussi des arrêts. Puis donc, de pouvoir qu'il y ait une passe entre deux joueurs, ben ça lui permettait de repérer où était rendue la rondelle, à quel moment qu'elle vient. Puis donc, l'arbitre aussi, à ce moment-là, qui dit la passe est bonne, ou il y a un sifflet différent du sifflet de jeu. Et donc, quand il entend le buzzer qui dit « Ah, maintenant la passe est bonne, je peux recevoir un tir. » Donc, il y a plein d'indices sonores. Oui. Tandis que si c'est juste une passe directement à breakaway, le joueur s'en irait directement vers le gardien de but. Il n'y a aucun indice. Puis là, ben, le gardien qui voit pas, ben quand est-ce que je peux recevoir un tir? Il faut que je sois plus vigilant maintenant. Comment les joueurs ont perçu cette règle-là? Est-ce que les joueurs se sont dit, ben là, nous, on veut avoir des échappées, c'est quoi ça? C'est sûr. Il y a eu des choses comme ça. Il y a des joueurs qui disaient, ben là, nous, on veut pas brimer les joueurs rapides, on veut pas ci, on veut pas ça. Puis nous, on a maintenu notre point que c'est pour le bien du commun, le bien de la collectivité, le bien des gardiens de but, le bien d'améliorer le jeu de tout le monde. On pense que c'était mieux la passe en zone offensive. Donc, au départ, ce qu'on a fait, on a fait un compromis. Quand on a commencé à jouer contre les autres provinces, avec les autres provinces qu'on n'a jamais vraiment joué, on jouait ensemble. On mélangeait les joueurs des équipes. Ben, on a dit, on va faire la passe après la ligne rouge. Et non pas la ligne bleue. Ouais. Au Québec, quand on jouait juste entre nous les bouts, on fait la passe à ligne bleue. Mais quand on a commencé à jouer en 2010, 2011, 2012, on faisait la passe devait être faite après la ligne rouge. Donc, c'est eu des compromis qu'on a fait. Mais tu vois, là, depuis 3 ans maintenant, le restant du Canada sont venus aussi à dire, OK, on va aller avec la passe en ligne bleue. Puis, il y a d'autres équipes de hockey sonore dans le monde. Ben, il y en a aux États-Unis. Il y en a aux États-Unis. Un peu, je ne ferai pas toutes les uns. Il y en a vraiment plusieurs aux États-Unis. Puis, il y en a une en Finlande. Mais les deux. C'est vraiment précis. Oui, mais là, ça commence à se développer plus, là. Avez-vous joué contre ceux en Finlande? Non, pas encore. Moi, je m'occupe plus du hockey ici à Montréal, au Québec, tout ça. J'ai d'autres collègues, tu sais, comme il y a François Beauregard qui est avec moi sur l'exécutif du club. Lui est aussi vice-président du Hockey Sonore Canada. Donc, eux, c'est eux qui font plus les contacts avec les Américains et également les autres pays européens qui tentent de développer le hockey sonore, tu sais. Est-ce qu'eux aussi ont été mis au courant des règles standardisées? Oui, ben souvent quand ils vont, tu sais, c'est sûr que le Canada, avec Hockey Sonore Canada, on est pas mal les avant-gardistes, là, on a comme développé, on a mis tout ça de l'avant. Fait que quand les autres pays veulent s'intéresser, on leur envoie tout le kit complet, là. Matt Moreau, là, qui est le directeur exécutif là, de Hockey Sonore Canada, envoie tout le kit, là, envoie des rondelles, envoie le cahier de règlement. Donc, envoie tout ça à ce niveau-là pour pouvoir que le sport s'implante. Vous êtes un peu les chefs de file du hockey sonore, on pourrait dire, quand même. Ben, au Canada, oui, on a pas mal développé. Là, le Canada est pas mal le chef de file à ce niveau-là, avec les clubs qui sont dans chacune des provinces. Là. C'est qui a inventé le hockey sonore, à la base? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question que je n'ai pas de réponse officielle. Tu sais, à l'époque, là, une quarantaine d'années, il y avait les personnes non-voyantes étaient tous ensemble. Hein, il y avait pas d'intégration. Il y avait pas d'intégration là au niveau les jeunes handicapés, ils allaient tous à l'école Louis Braille. Ouais. Ils étaient tous ensemble à l'école Louis Braille. Fait qu'il y avait une masse critique, il y avait 2, 3, 400 jeunes non-voyants. Puis donc, quand tu as 400 jeunes non-voyants, tu peux développer des sports adaptés pour eux. Aujourd'hui, ben les jeunes sont sont plus là, chacun dans leur école de quartier. Ils sont intégrés. Donc, il y a 1 ou 2 jeunes, ben 2 même, c'est déjà beaucoup, là, mais c'est un jeune dans son école de quartier qui est peut-être non-voyant. Donc là, c'est sûr que c'est plus difficile pour ces écoles-là de développer des jeux adaptés. Mais quand il y était 400 dans la même école à Louis Braille, ben là, les éducateurs de l'époque ont décidé, ben, on va faire du hockey, tu sais, puis la personne qui est non-voyant, on regarde la position qui est complètement non-voyant, qui voit rien du tout, mais la position la plus facile pour elle, si elle entend ce qui se passe,
c'est de gardien de but. Ouais. Ceux qui sont capables de voir un peu plus, peuvent voir avec la rondelle pourvu qu'ils l'entendent. Puis c'est de là que c'est né à partir des écoles spécialisées de l'époque, Louis Braille. Okay. Et c'est là que ça a commencé. Mais qui a mis ça sur pied? Ouais, c'est ça. Je sais que quand les hiboux sont nés en termes d'organisation structurée, c'est M. Jacques Caron, mais lui, il travaillait justement à l'Institut Louis Braille à l'époque aussi. OK. Puis c'est des gens, les éducateurs avec lui qui ont mis ça sur pied, là. Est-ce qu'il était lui-même non-voyant? Oui, il était lui-même handicapé visuel. Est-ce que le trophée porte son nom ou c'est le nom de quelqu'un d'autre, le trophée des hiboux? Le trophée Régent Poirier. Régent Poirier, ouais, c'est ça. Le trophée Régent Poirier, ça porte le nom d'un joueur qui a joué avec les hiboux pendant 35 ans consécutifs. Okay. De l'année 1 jusqu'à 35 ans plus tard, il a joué presque tous les matchs, là. Et ça veut dire que ça fait pas longtemps qu'il ne joue plus. Ça veut Non, dire que c'est la légende des hiboux. Ouais, c'est ça. Puis c'est un trophée qui reflète l'esprit sportif, Okay. La gentillesse sur la glace, la courtoisie, autant sur la glace qu'en dehors de la glace. C'est quelqu'un qui est toujours là, toujours de bonne humeur. Puis c'est ça le trophée de Jean Poirier, là, parce Okay. que les hiboux, c'est vraiment un club récréatif, participatif. Ouais. L'idée, c'est que les gens viennent avoir du plaisir ensemble. Ce qui regroupe ces gens-là, on aime bien dire que les hiboux, ça change des vies. Il y a des personnes handicapées visuelles qui deviennent non-voyants, puis pensaient que peut-être que leur vie là pourrait, il serait fini, pourraient plus faire de hockey, pourraient plus faire de choses, puis ils voient qu'ils entendent parler des hiboux, viennent jouer avec nous, puis hop, tout d'un coup, hey, je suis capable de faire du hockey, je suis capable donc c'est un sentiment de fierté personnelle. Ouais. C'est plus qu'un équipe de hockey, c'est vraiment de l'intégration sociale. Oui, tout à fait. Parce que aussi, c'est que vous avez des gens de tous âges, là. Oui. C'est quoi la différence d'âge du plus jeune au plus vieux dans la ligue? La différence d'âge est d'environ 48, 50 ans. Je n'ai pas fait le calcul, là, mais tu vois, notre plus jeune il va avoir 17 ans dans le cours de l'année. Mm-hmm. Puis, notre plus vieux va avoir 61 ans cet été. OK. Fait que, on est à 50 ans, là, je pense. Vous êtes dans la moyenne? Moi, j'ai 51. Je suis plutôt dans la moyenne élevée. Je suis plutôt dans la moyenne élevée, tu sais. Est-ce que c'est François le vétéran? Oui, c'est François Beauregard le vétéran au niveau de l'âge. Et puis lui, c'est ça, parce qu'en fait, vous parliez de gens qui ont différents parcours de vie qui les amènent au hibou. Par exemple, François avait déjà mentionné, François qui était un des joueurs là, qui représente aussi l'équipe canadienne, tout ça, qui est un des ambassadeurs du hockey sonore. Lui, François, il est pas né avec lui. Il a perdu la vision à 30 ans. Oui. Ça a pris, je pense, 17 ans avant qu'il trouve... Oui, ça a pris 17 ans avant qu'il voit l'annonce des hiboux. Ouais. Puis il disait, je pourrais faire ça, moi. Puis là, il m'a appelé. Puis je dis, ben oui, on t'attend. Tu venir quel lundi tu peux venir. Puis il a commencé le lundi suivant. Mm-hmm. Puis depuis ce temps-là, il n'a pas arrêté. Exact. Ça a donné quand même vraiment un bon coup de pouce d'avoir quelque chose dans la vie qui je vais pas dire qu'il redonne un sens parce que c'est un peu trop lourd là, mais je veux dire qui donne un bon bon push, tu sais, ou qui donne justement ce sentiment-là parce que il semblait dire dans une entrevue radio qu'il y a eu un 5-6 ans quand il a perdu la vision où il a vraiment trouvé ça difficile, tu sais, de plus pouvoir jouer au hockey. Ouais. Depuis, tu sais, des gens puis tu sais, le jeune en question que vous avez parlé, je pense qu'il a déménagé, il habitait pas à Montréal à la base. Oui, Nathan, qui est un jeune là, qui a 16 ans, lui, c'était l'un de ses rêves, il voulait jouer au hockey avec les hiboux depuis plusieurs années. Puis sa mère, ce qu'elle m'a déjà dit, c'est que c'est une des façons qu'elle a pu l'amener vivre à Montréal, c'est les gars, on pas jouer avec le club de hockey des hiboux, puis là, c'était oui, ok, parfait, puis que là, il vient. Puis avant de commencer à jouer avec nous, j'avais parlé, puis il a pris pendant 3 ans de temps, 2 à 3 ans, des cours de power skating, puisqu'un était trop jeune, là, pour commencer, puis il patinait plus ou moins. Mais pendant 3 ans de temps, il a pris des cours chaque été, des cours de patin. Puis aujourd'hui, il joue avec nous, puis il se débrouille très, très bien, là. Tu sais, mais c'était sa motivation. C'est vraiment, tu sais, ça donne le sentiment d'empowerment, tu sais, le sentiment de confiance. De confiance, de pouvoir dire, je suis capable. Je suis capable, tu sais. Si je veux faire un sport, puis je suis handicapé visuel, si je veux faire du vélo, ça peut être risqué, selon ma vision, de le faire tout seul, tu sais. Ouais. Il faut que je fasse du vélo tandem. Et là, j'ai besoin d'un bénévole ou d'un ami qui va conduire le vélo pour moi, puis on va pédaler ensemble. Si je veux faire tout ce qui est alpin, c'est la même chose. J'aurais besoin d'un guide pour me guider, pour s'assurer que je n'aille pas sur les plaques de glace, qu'il n'y ait pas d'autres personnes en même temps que moi qui skient sur moi, ou moi, je le sur quelqu'un. Tandis que le hockey sonore, on met 10 personnes
5-5 en même temps sur la garde de chaque équipe. Plus les gardiens de but, 12, là, mais tu sais, puis là, on met une rondelle qui est adaptée. Des règlements adaptés de manière minimaliste, mais pour que ça demeure le vrai sens du hockey. Ouais. Puis voici, de 5 d'un côté tentent de compter un but dans le filet adverse, puis 5 de l'adverse, ben, eux tentent de bloquer le jeu, puis reprendre la rondelle, puis aller se carrer de l'autre côté. Donc, c'est vraiment... Puis quand tu réussis, des fois, à faire des jeux hyper intéressants, tu fais une belle sortie de zone, tu passes à ton centre, le centre s'en va, il te la redonne en zone offensive, tu lances au but, puis tu carres, tu dis « Hey, wow, on a réussi ça ensemble, puis on voyait pas, puis tu sais, puis on a pu, tu sais, par notre communication, notre instinct, tout ça, c'est un sentiment de fierté personnelle, puis c'est correct là d'avoir des sports qu'on peut pratiquer avec des personnes voyantes, mais ce qui est le fun, je pense, au hockey, c'est que ça nous permet, ce sport-là nous permet de jouer ensemble, à construire un jeu, puis d'arriver à aller plus loin comme personne handicapée visuelle. Ouais. Y a-t-il des histoires dans l'histoire des anecdotes dans l'histoire des hiboux de gens qui ont trouvé la ligue qui vous ont marqué particulièrement, qui vous ont touché? Ben, il y a plein d'histoires qui m'ont touché. C'est comme je pourrais dire, il y a Bruno Haché qui est maintenant rendu un athlète paralympique. Puis quand il est venu connaître au hibou, il avait de la misère à faire un chiffre. Puis son premier chiffre, il était revenu quasiment à 4 pattes, ce qui était en manque de souffle. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, mais c'est probablement un des meilleurs joueurs du club. Puis parmi les 4, 5, 6 meilleurs joueurs au Canada, tu sais. Wow. Puis lui, ça l'a permis aussi d'aller plus loin. Nathan, c'est une autre belle histoire aussi. Ouais. Martin, là, tu sais, par Martin Dufault, qui joue avec nous depuis 25 ans, là. Il a passé des situations difficiles dans sa vie, puis il l'a dit là à une entrevue qu'il a passé aussi à la télé, que les hiboux lui ont permis de passer à travers les moments difficiles de sa vie qu'il a passé récemment. Là. Mm-hmm. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien, tu sais. Les hiboux, c'est pas juste une ligue de garage où on joue ensemble au hockey le lundi soir, puis après ça, c'est fini. Tu sais. C'est plus que ça. Ça change les vies. C'est une histoire de famille. Puis la beauté de ça, c'est que ça met ensemble des personnes, tu sais, qui peut-être qui dans un autre circonstance ne se seraient pas croisées, qui viennent d'environnements, de milieux sociaux-culturels différents, socio-économiques différents, puis qui sont réunis le lundi soir dans une même chambre de hockey, puis qui deviennent des amis, puis qui peuvent s'entraider dans des moments difficiles. C'est incroyable. C'est parce que j'ai vu aussi un extrait vidéo de hockey sonore, puis le calibre, les gens pourraient penser que c'est beaucoup plus lent, mais si j'avais pas su que c'était du hockey sonore, j'aurais juste pensé que c'était une ligue, une autre ligue de garage comme les, tu sais, dans le sens que, tu sais, à un moment donné, tu remarques la rondelle les plus grosses, tout ça, mais c'est assez fascinant comment vous trouvez, vous développez un genre de sixième sens, on dit des joueurs qui sentent ou l'autre, mais vous, c'est le cas de le dire, là, vous utilisez plein d'indices. Est-ce qu'il y a des textures sur la glace pour vous? Non, il n'y a rien de différent à part les... On met du papier sablé au niveau des lignes bleues, puis dans le fond, l'idée, c'est qu'il faut les sauter par-dessus pour pas tomber. Ça. Comme Patrick Roy. Ouais, c'est ça. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autres indices. C'est vraiment que les sifflets de l'arbitre. Que les sifflets de l'arbitre. Parce que vous, faut dire aussi, parce qu'on parlait des règles tantôt, vous respectez les hors-jeux, là. Oui, on respecte les hors-jeux. On respecte les hors-jeux. Puis notre arbitre est assez sévère sur les hors-jeux. On peut dire, il va pas dire, il vous en laisse pas des faire. Il vous en laisse pas des faire. Ah ouais, tu sais, il y a un 3 pouces, là. Non, regarde, c'est 3 pouces. T'es dedans ou t'es pas dedans, tu sais. Est-ce que l'arbitre est mal? Non. Nous, on pense que oui, des fois. Ça. Comme tout le monde arbitre. Nous, on pense que oui, des fois. Mais non, c'est une dynamique, tu sais, en le fond. Mais non, nos 2 arbitres réguliers, c'est tous des personnes voyantes, là, qui viennent avec nous, là. Est-ce que vous les aimez quand même? Non, on les aime bien. Ils font partie de la famille, tu sais. Ils font partie de la famille. Ils sont là pour aider en dehors des matchs, là, quand on a besoin d'un coup de main, transporter des filets, transporter de l'équipement. Mm-hmm. Ils viennent nous aider, tu sais. Faut dire que dans une équipe aussi, comme les hiboux, t'en as parlé, il y a différents niveaux d'handicap visuel. Ça va des goalers qui sont pratiquement souvent complètement, vous êtes là souvent qui sont pratiquement non-voyants. Là, il peut y avoir soit une légère perception lumineuse ou voir des ombrages ou ça peut être à peu près ça, là, puis des fois, est-ce qu'il y a des joueurs que vous considérez qu'ils voient trop pour la ligue? C'est dans le sens que on peut avoir des gens qui sont handicapés visuels. Tu sais, il peut y avoir des gens qui sont légalement aveugles au titre de la loi canadienne. Mm-hmm. Puis tu peux avoir des gens qui sont handicapés visuels au titre de la loi québécoise. La loi québécoise est un peu plus large.
donne un peu plus de flexibilité, mais c'est tous des personnes qui ont un handicap visuel. Tu sais, Okay. Les gens qui sont, mais pour être, mettons, parce qu'il y a l'équipe nationale, peut-être qu'on pourra en parler plus tard. Ouais, là. on va en parler plus tard, ouais. Tout à fait. Mais pour jouer au hibou, dans le fond, il faut être handicapé visuel, reconnu, dans le fond, on demande toujours aux gens avec un dossier à l'Institut Nazareth et le Braille. C'est un peu notre façon de voir s'ils sont handicapés visuels. OK. Quand on manque de joueurs quand on fait nos équipes, puis qu'on manque, mettons, il y a un soir, là, tu sais, puisque les gens, soit qui travaillent, soit qui étudient, soit qui ont d'autres occupations, puis qu'un soir, il nous manque 1 ou 2, 3 joueurs pour jouer le lundi soir, ben on peut faire appel à des bénévoles voyants, donc des personnes voyantes qui peuvent venir jouer avec nous. Je sais pas si tu joues au hockey, mais si t'aimes ça jouer au hockey, tu peux venir jouer on peut rentrer dans la liste puis tu peux venir jouer ça une game avec nous. Faudrait que j'essaye ça. Ouais. Mais est-ce que vous demandez aux voyants de mettre un non. handicap visuel? Non, ça serait trop dangereux. Ça serait trop dangereux. Ils sont pas habitués parce qu'eux sont pas habitués à ça. Ouais, c'est ça. Eux sont pas habitués à ne pas voir, tu sais. Puis là, ben, ce qui est plus dangereux, c'est que dans une classe, là, pour des personnes handicapées, c'est quelqu'un qui ne suit pas le jeu. Ouais. Parce que là, ça devient un obstacle. C'est ça, tout à fait. En plein ça, tu sais, c'est comme, ça devient un cône. Si tu places un cône plein centre de la glace, ben là, ça, c'est là, on rentre dedans, tu sais. Mais si on sent que la rondelle s'en va dans un sens, dans le coin d'une zone, tu sais, ben les gens vont se diriger, vont se positionner en conséquence de ça. Si tu es un allié opposé, ben tu vas te placer, tu vas pas aller dans le coin, tu vas te placer à un endroit où ce que l'autre allié de l'autre côté devrait te faire la passe ou que le défenseur devrait te passer, tout ça. Donc, c'est ça. Mais quelqu'un qui ne bouge pas, c'est là qui est dangereux. C'est parce que tu t'attends pas qu'à ce que quelqu'un soit complètement immobile sur une glace. Il doit être en mobilité, il doit être en action en fonction de la rondelle. Donc, c'est un peu ça. Fait que, donc, les personnes voyantes, tout ça pour dire que sont les bienvenus et peuvent jouer, mais on leur met pas de bandeau. Mais cependant, comme c'est un sport pour handicapés visuels, ils ne peuvent pas scorer de but. Parce que, tu sais, le gardien de but qui est complètement non-voyant, ça, c'est comme pas juste. Pas juste, hein. Je comprends. Est-ce que, parce que tu parlais de c'est dangereux, les gens immobiles. Tu sais, le hockey, ça va vite quand même, là, même sur patin, là. C'est pas parce que vous avez les mêmes jambes, là, handicap visuel ou pas, vous patinez quand même à la même vitesse. Moi, je me dis, mon Dieu, mais ça peut être un carnage, ça. Un carnage. Dans le sens que, tu sais, c'est des corps d'adultes qui patinent à une certaine vitesse. Les contacts physiques sont-ils quand même assez fréquents, violents? Il y a des contacts, les mises en échec là, voulues, volontaires, sont pas permises. Là. Mais ça peut arriver qu'il y a des contacts non voulus, non volontaires, parce que les gens se sont pas vus. On parlait tantôt de François Beauregard. C'est le meilleur exemple. François Beauregard a une vue en tunnel. Il voit peut-être, là, je pourrais pas dire le nombre, mais mettons, autour de 3, 4, 5 degrés maximum de l'air. Donc, c'est pour te donner que mets des pailles devant toi, puis regarde à travers des pailles. Donc, lui, c'est un peu ça. Donc, il va voir ce qui est loin devant lui, parce qu'il y a la vision centrale, puis il peut voir. Mais tout ce qui est sur le côté, en dehors des pailles, il ne le voit pas. À l'inverse de moi, ce qui est loin, je le vois pas, parce que j'ai pas de vision centrale, mais je vois tout ce qui est en périphérie. OK. Donc, moi, puis là, on a des visions complémentaires. OK. Moi, la rondelle à mes pieds, je la vois. Lui, François, c'est plus difficile à retrouver une rondelle qui tombe directement en bas de ses pieds. Vous parlez. On se parle. Mais là, des fois, ça peut arriver. Tu sais, moi, je me reviens, le jeu vire de bord rapidement. J'arrive, puis François, j'arrive du côté. Il m'a pas vu. Moi, je l'ai pas vu en même temps, ce qui était plus loin dans ma champ de vision. Puis là, on pourrait se rentrer dedans. Tu sais, ça peut arriver, mais ça arrive pas. Non, ça peut pas se fréquent. Il peut y avoir 2, 3, 4 games. Est-ce que c'est frustrant? Oui, c'est frustrant parce que là, tu sais, dans le fond... attention, toi, attention. Ouais, des fois, on peut se le dire, tu sais, mais souvent, on se rend compte, c'est plate parce qu'on s'est juste pas vu, tu sais, le jeu a changé. Et aussi, c'est parce que souvent, le jeu peut changer de côté assez rapidement. Tu sais, il y a eu une interception en zone neutre, puis une contre-attaque rapide, puis là, tout d'un coup, hop, il y a une collision. Tu sais, ça peut arriver, tu sais. Mais la chose la plus cocasse, c'est une personne qui s'en allait, qui faisait un back-check vraiment rapide, puis il pensait qu'il restait encore 15 pieds derrière le filet, tu sais, en fait, puis il rentrait en pleine face dans le fond de la patinoire en pensant qu'il restait encore 15 pieds avant d'arriver à la fin de la patinoire, tu sais. Donc, on a tout fait comme... Tu sais, ça fait, tu sais, comme des cartoons, tu vois, là, tu sais, quelqu'un s'est écrasé, puis fait... Roadrunner. Ouais, c'est ça. Et on a tous gardé notre fraction de seconde silence, mais la fois qu'on l'a vu se relever, on a fait comme... Ouf, là, on est parti à rire, tu sais, c'était quand même cocasse. C'est quand même 15 pieds, c'est quand même beaucoup. Ouais, ben la personne s'en allait vraiment, tu sais, elle l'a pas freiné, là. Tu sais, ce qui l'a freiné, c'est la bande. Tu
C'est comme... C'est ça. C'est pas blessé? Non, c'est pas blessé. Caroline. C'est comme un... Mais c'est là qu'on peut voir des fois le degré. Le degré de vision. Tu sais, où quelqu'un, une fois, c'est arrivé, qui voulait sortir de la patinoire, pour aller changer de chiffre devant des joueurs. Puis il est arrivé pour sortir, mais il était pas assez avancé, il est sorti par la baie vitrée, tu sais, comme, il est arrivé pour sortir, puis faire le saut de la patinoire vers le banc, mais il y a encore la baie vitrée, tu sais, fait que, il a fait, hop! C'est doux. Ça marche pas, tu sais. Des choses comme ça. Cocasses. Est-ce que... Mais ça arrive pas si souvent que ça, là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change aussi au banc, tu sais, au niveau des changements, comment vous faites, c'est la même chose? On va caler nos positions, tu sais, mettons, on dit, OK, quand ça va bien, on est deux trios, tu sais, ben, OK, moi, je suis les droits, centre, gauche. Que, tu sais, on dit, OK, gauche, tu sais. Fait que celui qui me remplace, qui était les gauches, ben, c'est que c'était Lyonnais, parce que, tu sais, faut le crier. On dit, mais quand tu t'en vas au banc, tu le cries, tu sais. Fait que, donc, c'est comme ça qu'on sait, on peut pas se fier à ce que la personne qui est sur le banc nous voit arriver, tu sais, puis qu'il va embarquer. Donc, c'est beaucoup plus, puis ce qui est important en hockey sonore, c'est la communication sur le banc aussi, parce qu'on dit, OK, regarde le dernier chiffre qu'on vient de faire, dans telle situation, tu vois, au lieu de te passer là, peut-être qu'on va essayer, je vais te passer derrière le filet, tu iras récupérer, moi, j'allais me placer devant le filet, faire-moi une passe, ou je vais distraire le défenseur. Donc, c'est beaucoup la communication, puis ça c'est de préparer des jeux sur le banc qui pourraient se reproduire une fois sur la glace, tu sais. Okay. Parce que, exemple, moi, encore là, comme j'ai pas de vision centrale, je peux pas savoir, tu sais, à peu près à 5, 6 pieds de moi, là, je vois plus. Tu sais, je peux pas voir le joueur, tu sais, je sais pas ce qui est. Fait que faut que je l'anticipe. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on se parle, puis OK, dans telle circonstance, toi, tu vas te retrouver là, tu sais. Je comprends. Y a-tu des règles, tu sais, le sport est encore en évolution, y a-tu des règles que toi, tu te dis, il y a encore des trucs qu'on peut améliorer du hockey sonore que j'aimerais, ou tu trouves que vous êtes rendu quand même à quelque chose d'assez équilibré, d'assez fluide, puis efficace, comme... Non, je pense que, sincèrement, à brûle pour point, non. Parce que l'autre projet qu'on travaille vraiment beaucoup, c'est le développement d'une rondelle électronique. Oui, donc, c'est un peu ça. Mais pour les règles, non. Tu sais, on a adapté les filets. Au départ, tu sais, quand tu disais, nous, les hiboux, on a fait adopter le règlement de la passe, mais eux, les autres équipes canadiennes, ils jouaient déjà avec un filet de 3 pieds. Nous, au hibou, on joue avec un filet de 4 pieds. Fait que on a adapté le filet de 3 pieds maintenant, nous aussi, à Montréal. T'sais. Fait que tout le monde, de leur côté, on fait des compromis. Puis je pense qu'on est arrivé avec quelque chose de assez, j'allais dire, idéal. Là. Je pense que je vais pas m'en tenir. Je pense que c'est assez idéal. Ouais. Peut-être qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer, mais je pense pas. Je pense que on est arrivé vraiment à un niveau là, de règlement. Parce que tu sais, la beauté d'un sport, pour qu'il soit efficace, d'un sport adapté, c'est qu'il y ait le moins d'adaptation possible. Donc, tu sais, le filet, ben oui, il y a une adaptation, mais c'est quand même relativement mineur. Il y a une adaptation pour la passe en zone offensive, mais c'est quand même après ça. Tu sais, il y a la rondelle, mais tu sais, c'est les 3 grandes adaptations là qu'il y a après ça. Tu sais, les autres règlements, c'est les autres règlements de jeu de hockey qui comme on voit dans la Ligue nationale, tu sais. Je comprends. Je voulais vous demander, avant de passer à la rondelle, qui est un dossier vraiment fascinant. L'équipe nationale aussi. Ben oui, l'équipe nationale aussi. Ah non, écoutez, c'est ça que je vous dis, on n'est pas limité dans le temps, c'est ça qui est le fun. Non, je vais demander une question qui va paraître vraiment peut-être stupide, mais comment vous vous rendez au game? Tu sais, dépendamment des gens qui ont des handicaps visuels à des différents niveaux, est-ce que j'ose croire que justement, surtout quand vous êtes reconnu légalement handicapé visuel au niveau des permis de conduire, est-ce que l'avantage de jouer les hiboux sont situés, leur aréna de résidence est l'aréna Francis Bouillon à Montréal. En Hochelaga, c'est ça? Dans Hochelaga, qui est juste à côté du métro Préfontaine. Okay. Donc, je dirais que 80% de nos joueurs se déplacent en métro, transport en commun. Oui, avec leur poche. Avec leur poche. Ben non, comme ça fait longtemps qu'on est à Francis Bouillon, on a la chance d'avoir un locker qui nous appartient, qu'on paie à la ville, mais qui était nous, là. Donc, les joueurs peuvent laisser leur poche de hockey à l'aréna, puis amener juste leur linge de rechange pour le soir, là. Donc, on peut laisser nos poches là, puis les gens se transportent en commun. Mais comme on est aussi le seul club de hockey
au Québec, comme on a mentionné, ben c'est sûr qu'il y a des gens qui viennent de plus loin, là, de la couronne de la Montérégie, ou on a des gens qui sont déjà venus de Saint-Eustache, Blainville. Donc eux, soit qu'ils viennent, ils ont des parents, amis, conjoints, qui viennent les reconduire au match. Okay. Donc des bénévoles. Puis on a aussi un règlement qui dit si, mettons, un joueur, une personne voyante, donne un transport à une personne handicapée visuelle pour venir jouer au hockey, ben si on a besoin d'un voyant, il va être prioritaire. Il va être un voyant prioritaire à être appelé. Donc, ça facilite, on facilite l'entraide entre les personnes aussi, tu sais. Donc, c'est des choses comme ça aussi, là, tu sais. Donc, c'est beaucoup, puis il y a certaines, une ou deux personnes qui sont en transport adapté, mais... Sinon, on se débrouille quand même assez bien. Genre, c'est ça, ouais. On arrive au dossier de la rondelle parce que je voulais y arriver, je voulais juste comprendre. C'est pour ça que j'ai repoussé le truc, c'est pour qu'on en parle vraiment en bonne et due forme parce que c'est un dossier en soi, la rondelle. Oui, puis en plus, on est à l'UQAM en ce moment. Fait qu'il y a comme plusieurs liens. On en a parlé tantôt, ça a commencé avec une canne de jus de tomate, ça a évolué après ça avec une rondelle. 2 fois plus grosse, avec des billes de métal en dedans, mais c'était pas idéal parce que ça se brisait quand même. J'imagine aussi qu'il y a des gardiens qui recevoir du métal dans la tête, ils devaient moins triper. C'est quand même une puck en métal, là, tu sais. Je veux dire, des gens en caoutchouc, on trouve qu'il est dur, un métal avec des billes. C'est le fun, surtout quand ta voix encore plus moins venir. Et donc, toi, tu as un projet avec l'UQAM. Tu travailles ici, c'est pour nous expliquer exactement ce que tu fais. Tu es en train avec plusieurs personnes, de concevoir une nouvelle rondelle de hockey sonore. Et c'est un projet que vous faites depuis un certain temps. Est-ce que tu peux justement expliquer ça, là? Ben, si on fait la genèse du projet, la genèse du projet est partie de 4-5 ans environ, où il y avait une personne aux ressources humaines de l'UQAM qui voulait faire un projet de sensibilisation, Nick Landry, qui voulait faire un projet de sensibilisation auprès des gestionnaires de l'université, tu sais, des personnes handicapées. Puis elle a trouvé, on l'a rencontré, moi et Nick, on s'était déjà rencontré. Puis elle a trouvé, elle a organisé une game de hockey. Puis j'avais parlé du hockey, parce que tout le monde à qui je parle dans l'université, je leur parle de hockey. Tous mes étudiants que je rencontre, je leur parle, après de leur parler de leur dossier, je leur parle de hockey. Vous faites quoi exactement, l'UQAM, votre titre? Moi, je suis conseiller à l'intégration des étudiants en situation de handicap. OK. Donc, je m'occupe des étudiants en situation de handicap, tout type de handicap, mais je coordonne aussi principalement toute la gestion des passations d'examen. OK. Donc, c'est sûr que quand je croise aussi des personnes handicapées visuelles, si je les connais pas, je vais me présenter, mais généralement, c'est moi qui ai leur dossier, puis après avoir mis en place toute leur situation, j'attends-tu du hockey, tu sais? Je savais pas que ça existait ou ça existe, puis là, ça a recruté des joueurs. Ouais. Donc, de là, pour dire que il y a 4 ans, il y a eu un projet de game de hockey, donc de dire que les employés de l'UQAM, gestionnaires, directeurs, employés, doyens, étaient invités à venir jouer une game de hockey. Eux étaient tous mis dans une équipe. Et on jouait contre nous. De l'autre côté, les opposants, c'était les hiboux, le club de hockey sonore des hiboux de Montréal. Donc, d'un côté, il y avait juste des personnes voyantes. De l'autre côté, juste des personnes handicapées visuelles. Puis, on a joué un lundi soir, un contre l'autre. T'sais. Et ce qu'on fait, absolument, c'est qu'on inverse les gardiens de but. On prend un gardien de but voyant pour nous. Donc, les voyants qui jouent contre nous tirent sur le gardien de but voyant. Puis nous, quand on attaque sur notre gardien de but handicapé visuel. Ouais. Puis là, après le match, on a parlé au vice-doyen. On a joué à ce moment-là avec la canne de conserve. On se demande qui a gagné. C'est les hiboux. C'est les hiboux ont gagné. T'étais trop humble pour le dire? Ouais, j'étais trop humble pour le dire. Mais contre l'UQAM, on a joué 3 fois. Les 3 fois, c'est l'UQAM qui a gagné. Contre l'UDM, on a une victoire, une nulle. Donc, c'est ça. Quand on joue contre des voyants, actuellement, historiquement, on a une fiche gagnante. On a perdu des matchs, là, mais on a une fiche gagnante, là, quand même. C'est sûr que d'avoir un gardien de but voyant, ça nous aide beaucoup. Là, oui, mais ça serait pas juste non plus, dans le sens que c'est un peu la moindre des choses dans ce contexte-là, je trouve. Oui, tout à fait. D'échanger gardien de but. Mais je voulais pas non plus, je voulais pas te ralentir, mais je voulais que tu continues par rapport au projet. Oui, donc, on a parlé avec le vice-recteur, M. Turgeon, qui était vice-recteur à l'époque, et on lui a parlé de notre projet après le match, et qu'on vous aimerait ça, être capable de trouver des gens qui pourraient nous aider à développer un projet d'une rondelle électronique. Parce que la canne, ça va bien quand elle bouge, mais quand elle tombe immobile, parce que personne n'y touche ou personne tout le monde l'a perdu de vue, puis elle devient immobile dans un coin de glace, là, on a de la misère à la repérer parce qu'elle fait plus de son. Ouais. Même chose, ça devient dans les airs. Il y a un lancer dans les airs, la rondelle, là, les billes bougent plus. Elles sont plus bougées par personne, donc elle fait plus de son.
Donc, là, M. Turgeon a dit, écoutez, il dit, moi, je pense qu'à l'UQAM, on a des chercheurs qui pourraient vous aider à travailler là-dessus, puis que lui a mis en place un comité de chercheurs pour travailler à développer ce type de rondelle-là. Et on travaille là-dessus depuis maintenant 4 ans. 4 ans, parce que ça, à la base... Ouais, parce que le monde, il dirait, hey, ça va, c'est simple, faire une rondelle. Prenez telle chose, puis mettez un buzzer dedans, une batterie, puis un chip, puis c'est électronique, puis ça va biper, puis... C'est moins simple que ça. C'est moins simple que ça, tu sais. Parce que, à la base, vous pensiez, je pense, vous avez parlé au début, je pense que vous pensiez que ça allait prendre combien de temps? Je pense que vous parliez de quelques mois au début, là. Bon, on pensait peut-être 18 mois, là. Je veux dire, quand même, on a quelques mois, ça, je pense que, c'est même moi qui ai dit ça, mais. Ah, mais j'avais lu parce qu'il y a un article qui est paru là-dedans récemment sur la presse. Puis il parlait quelque chose de, je sais pas, 8 mois ou en tout cas. Ouais, peut-être, peut-être un des chercheurs pensait qu'il pourrait s'en sortir à l'intérieur d'une année. Ouais, là. C'est ça. Mais, en fin de compte, on s'en a bien réalisé que, tu sais, il y aurait toujours des complexités, comme souvent un des chercheurs nous dit, tu sais, quand il regarde le matériau, mettons le caoutchouc ou tel type de plastique, quand il donne ses caractéristiques, il les donne pas en fonction s'il est sur une glace, tu sais, il est pas à placer à moins 2 de température, tout ça. Donc, aussi, on veut aussi avoir le poids le plus léger possible, tu sais. La rondelle de métal actuellement pèse 310 grammes, tu sais. On voudrait que la rondelle électronique pèse moins. Donc, combien pèse une rondelle de hockey normale? De mémoire, je voudrais pas que quelqu'un m'écrive des colonnes européennes, mais je pense que c'est autour de 80 ou 90 grammes, là. Mais on est en bas de 100. Ouais. Puis donc, on sait dans un monde idéal, on aimerait ça y arriver à un poids, mettons, de 100 grammes, tu sais, mais ça, je pense que là, c'est une vision de l'esprit, là. Mais, tu sais, si on peut avoir une rondelle électronique autour de 250 grammes, on serait vraiment content, puis je pense qu'on atteindrait notre objectif. Mais il y a tout ça, après ça, il y a tous les autres éléments, que le buzzer sonne assez fort, en fonction de l'acoustique de l'aréna, qui résiste au coup. Hein, parce que là, après ça, on parle donc, ça va bien la rondelle de métal, on met des billes à l'intérieur d'une rondelle. Il n'y a pas rien, la mécanique est basique là-dedans. Versus qu'une rondelle électronique, le mot dit électronique, il y a des soudures électroniques, il faut protéger des coups. On a déjà fait une chose d'impact, je me rappelle plus du chiffre, là, mais une rondelle lancée assez fort qui pogne le poteau de but. Ben, il y a une force assez importante qui est absorbée par la rondelle, puis qui doit pas faire baiser les connexions, les soudures, tout ça. Donc, c'est un défi là, assez important. T'sais. Puis, vous avez rencontré aussi d'autres obstacles. Je pense que l'humidité, c'est un autre... l'humidité, justement, il faut éviter que l'humidité rentre dans le speaker, que le plastique aussi se déforme pas non plus ou ne casse pas. À cause du foie, le plastique est rigide, se contracte. Se contracte plus, donc casser plus facilement. Donc, il faut trouver le bon mélange de plastique. Avec d'autres matériaux. Et au niveau du son, je sais qu'il y a eu beaucoup de tests. Vous avez fait des tests, j'allais dire en laboratoire sur glace. On a fait les deux. Il y a eu des tests en laboratoire, des tests sur glace aussi d'être faits. Là, les derniers qu'on a fait justement encore la semaine passée, là, le son était bon. C'est quoi le son, à date, le plus optimal que vous avez trouvé? Parce que je sais que vous avez fait plein de tests. Le son, il y a un son, c'est un bip assez aigu, puis qu'il faut qu'il dégage 100 décibels à 5 pieds. On sait que s'il dégage 100 décibels à 5 pieds, le son, il perd X nombre de décibels à chaque pied, là, donc assez rapidement. Là. Mais si à 5 pieds, on est à 100 décibels, on était capable de l'entendre d'un bout à l'autre de la patinoire. La rondelle pouvait être à une extrémité, puis moi placé à l'autre, puis je l'entendais. Puis si t'étais proche, c'était pas trop fort. Puis c'était proche, c'était pas trop fort non plus. Okay. Puis je sais qu'il y a eu une recherche aussi par rapport à quel est le bon son. Oui, mais là, c'était la bonne sonorité. On aimerait avoir un son qui fluctue. Ça, on n'a pas réussi à l'avoir. On l'a testé juste une fois, mais on n'est pas capable de le reproduire. Là, les chercheurs travaillent là-dessus. Un genre de bip, bip, bip. Là, on a un bip, 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 mais aussi où la durée est un peu plus longue. Donc, ça nous permet d'avoir un repérage, une écolocalisation plus facile. Mais on aimerait avoir un peu comme un dourourou, dourourou. Tu sais, comme une variation peut-être. Parce qu'on a testé ça une fois, puis ça nous a aidé. Tu sais, comme, il y avait comme dourourou. Tu sais, je le répète mal, là, mon imitation n'est pas très bonne. Là. Un arpège. Ouais. Fait que, ça, quand on a eu ce petit test-là, les réactions avaient été, sur la glace des joueurs handicapés avaient été bonnes. OK. Fait que là, on aimerait peut-être essayer de développer un buzzer qui nous permettrait de faire ça. Puis vous avez essayé aussi différents sons?
en termes de, justement, le son en question. Est-ce que tu te souviens de ceux que vous avez essayés en termes de graves, aigus? Tu sais, je sais que vous avez essayé. Ouais, on a essayé les graves aigus. Ça, c'était au tout début. Ça m'en venait pas, mais ça rapidement, on est arrivé avec le grave qui était le plus repérable rapidement. Mais c'était surtout qui sonne assez fort. Tu sais, ce qu'on a dans les sons, là, c'était surtout qu'ils réussissent à sortir assez fort du buzzer pour qu'on puisse le repérer. Tu sais. On avait un problème beaucoup d'intensité du son. Ouais. Puis il y a finalement des sons aussi qui sont trop agressants pour être. Ouais, ben c'est sûr quand il est trop là, sur le ré, là. Le ré? Ouais. C'était la note qui était. Ouais, je pense que il y avait j'ai lu un article qui disait, ben tu sais, comme toutes les micro-ondes, là, je pense c'est intéressant. Je pense qu'ils sonnent sur le ré. C'est pas qu'on on trouve ça agressant, tu sais, c'est comme. OK. C'est comme une note genre une note qui vient. Ouais. Puis. C'est quoi la bonne note? Je sais pas. Je sais pas laquelle. Je sais pas. Je peux pas dire sur quelle note qui sonne actuellement. Là. Okay. Mais le dernier test qu'on a fait, là, c'était correct, là, c'était bien. Mais c'était pas encore des non, c'était pas encore des sons modulés. Ça, c'est pas, non, c'était pas ça encore. C'était que des. Ouais. Donc là, en fond, c'est une espèce de bip constant. C'est un bip constant d'environ je dirais, je pense, 1 seconde et demie, 2 secondes. Puis avec une type bip, 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 puis qui accélère un petit peu là, quand la brune est plus en mouvement. Puis qui reste là aussi quand elle est stable, puis pendant 15 secondes. OK. Si pendant 15 secondes, personne n'y a bougé, il a touché, elle va s'arrêter, elle va tomber comme en veille. OK. Puis, où est-ce que vous êtes rendu dans la conception de ça? Est-ce qu'on approche d'un produit? Où est-ce que vous êtes rendu? C'est quoi qui reste à faire pour avoir une rondelle? C'est secret. Ah, OK. non, mais dans le sens que, est-ce qu'on se rapproche de la fin ou il reste encore une couple d'années, là? Ben non, on se rapproche de la fin. Okay. On se rapproche de la fin. D'un produit là, potable. D'un produit intéressant qu'on va pouvoir jouer, je pense, sous peu. Là. Je pense qu'on se rapproche vraiment de la fin. Parce que là, dans les ligues de garage, vous jouez encore avec la canne de métal. Là. Non, on joue avec la rondelle de métal. Okay. La canne, ça, non, excuse-moi, je voulais dire la rondelle de métal, oui, excuse-moi. On joue encore avec la rondelle de métal. C'est ça. Donc, on n'est pas encore rendu que tout le monde utilise la rondelle électronique. Non. La rondelle électronique est un prototype. On a c'est un prototype, mais je dirais, si ça va bien, avant 12 mois, on devrait pouvoir jouer avec, puis aller chercher aussi le sentiment. On veut la montrer aussi aux autres équipes canadiennes, à tous les autres joueurs, partout qui sont... il y en a à Halifax, il y en a comme Alberta, Saskatchewan, Manitoba, dans toutes les provinces. Vous êtes le seul au monde à faire ça? Actuellement, on est la seule, oui. On est les seuls à travailler. On est les plus avancés. Okay. Il y a eu des projets. Déjà eu un projet à Saskatchewan qui a commencé pendant peut-être une session. Il y a eu un prototype qui a été développé par 2 étudiants, une fois dans l'Université d'Ontario. Je ne me rappelle plus le nom exactement. Mais tu sais, ça a été toujours un genre de prototype montré, puis ça arrêtait là. Tu sais. Où ça fait 3 ans que nous, y travaillons, 4 ans même, qu'on travaille là-dessus, qu'il y a eu plusieurs modèles, puis qu'on est assez proche du but maintenant. Ils vont capoter en Finlande quand ils vont avoir... Donc, non seulement il y a d'autres gens qui jouent, mais qu'il y a une rondelle optimale. Actuellement, en Finlande, je crois qu'ils jouent avec la rondelle de métal. Oui, c'est ça. Quand ils vont apprendre que la rondelle électronique, ça va changer le sport. Je pense que ça va aider tout le monde parce que, tu sais, il y a un élément aussi où ce qui est prévu, tu sais, on va pouvoir moduler les sons, tu sais, il y a aussi en fonction des acoustiques. Quand dans des versions, on a déjà des idées pour des versions 2, 3 et 4 de cette rondelle-là, tu sais. Là, on veut juste finaliser correctement la version 1, tu sais. On pourrait dire ça de même, là. Mais. La version 1 qui elle-même est déjà la version 1000. Oui, c'est ça, c'est la version 1. Pour nous, pour les gens qui vont la voir, ça va être la version 1, mais pour nous, c'est la version, comme tu dis, peut-être la version 1000, là, parce que il y a eu beaucoup de travail de fait, d'énergie, de prototypes, de briser des prototypes, là, de développer des choses comme ça. Là, parce que je lisais aussi dans l'article de la presse que oui, ça change le hockey sonore, mais que ça aurait le potentiel de changer un peu tous les autres sports pour handicapés visuels, parce que je pense que la technologie en tant que telle pourrait être utilisée dans d'autres... c'est sûr que les chercheurs travaillent, eux, c'est qu'ils travaillent à pouvoir prendre cet élément-là du sonore, puis de pouvoir l'implanter dans d'autres types de sports aussi. Là. Oui. Incroyable. Ben, écoute, j'ai hâte de voir ça. Je suis très curieux, mais on suit le dossier, mais on a bien hâte de voir moi aussi, la vraie rondelle sortir. Oui. On avait parlé tantôt, puis on voulait revenir l'équipe canadienne. Oui. Parce que toi, tu es sur l'équipe canadienne. Oui, je suis sur l'équipe canadienne. Ouais. De hockey sonore.
Le hockey sonore, oui. L'équipe nationale. Je suis sur la première équipe nationale canadienne. Qui était en quelle année, ça, c'était la première? Qui était nommée en 2018. OK, donc c'est tout récent. Là. Tout récent. Puis en octobre 2018, il y a eu la première confrontation pays contre pays à Pittsburgh. Donc, l'équipe nationale canadienne contre l'équipe nationale américaine. Okay. Et le Canada a gagné la médaille d'or lors de cette confrontation-là. Voilà. Tout simplement. Et est-ce que le niveau des Américains vous a surpris? Est-ce qu'il était bon? Non, les Américains sont bons. Je veux dire, on a gagné, mais les Américains sont là. Ils sont bons. Ils sont ça peut pas dire que c'était des parties, là. Je veux dire, c'est sûr qu'on a gagné par des hauts scores, tu sais. Mais je pense il leur faudrait 2 joueurs supplémentaires, puis ça serait encore plus chaudement disputé. Là. Comment il y avait des try-outs pour être sur l'équipe canadienne? Comment ça fonctionnait? Ben là, la première équipe était nommée par les dirigeants d'Hockey Sonore Canada, puis c'est ça, avec le coach de l'équipe, tout ça, qui ont nommé la première équipe. Il y a eu un camp d'entraînement, tout ça. Donc c'était selon les 3 clubs canadiens. Ouais, pas juste les 3 clubs. Là. Il y a comme je te dis, il y a des clubs partout ailleurs. Là. Il y a des clubs en Alberta, Saskatchewan. Les 3 clubs qu'on a nommés tantôt, c'est les 3 plus anciens, mais il y en a depuis 7, 8, 9 ans. Là. Il y en a d'autres qui se sont créés Calgary, Edmonton, Halifax. Donc, il y en a partout à Terre-Neuve, dans les Maritimes. Donc, il y a des clubs qui donc, c'est à travers tous les joueurs canadiens et qui ont été choisis, qui étaient connus et choisis. Là, les dirigeants du club ont nommé l'équipe 2018. Okay. Là, on prépare l'année 2019-2020 et en juillet prochain, dans le fond, il faut regagner sa place sur l'équipe. Donc, en juillet prochain, je m'en vais à Toronto et j'ai été invité pour le camp de sélection. Comme toute équipe nationale, dans le fond, chaque année, il y a une sélection. Donc, il y a 20 joueurs qui ont été invités parce que dans le fond, à Toronto dernier, il y avait un tournoi national de Toronto où là, ta performance était évaluée par les coachs canadiens. Puis, de là, il y avait 25 joueurs qui étaient sous observation, qu'on pourrait dire. Ouais. De ces 25 joueurs-là, ils en ont invité 20. Okay. Puis, de ces 20-là, ils vont en garder 15 joueurs. 15 patineurs plus 2 gardiens. Il y a 3. Puis donc, en juillet, il y a un camp de sélection où il y a plus de monde invité que de places disponibles. OK. Puis donc, il faut gagner sa place. Est-ce que vous vous entraînez pour ça? Oui, personnellement, je m'entraîne entre 5 et 6 fois, plus 6, ma blonde me dirait que c'est plus 6, 7 fois semaine. Mais si je m'entraîne entre 5 et 6 fois semaine. Au gym, ça glace. Je prends des cours de power skating pour continuer à perfectionner mon patin. Okay. J'en fais, moi, François Beauregard et les hiboux qui veulent venir aussi. Ouais. On a une fois par semaine, on a 1 heure de glace avec un coach. Puis on fait des entraînements. Okay. Plus je vais au gym, j'ai un entraîneur qui me suit. Je vais au gym de l'université ici. Mm-hmm. Donc, je m'entraîne hors glace, sur glace. Est-ce qu'il y a beaucoup de Québécois sur l'équipe canadienne? On est, attends une minute, là. Dans l'édition de l'année passée, il y en avait 4. OK. Et puis, cette année, là, dans les gens invités, il y en a 5. Il y a 5 personnes invitées. OK. Donc, toi et François. Moi, François. L'année passée, là, sur l'équipe de l'année passée, il y avait Bruno Haché, François Beauregard, Gilles Ouellette, Simon Richard, qui était sur l'équipe nationale, et Robert Gignac, qui était assistant directeur général. Et là, dans l'année 2019, ces joueurs-là tous les joueurs que j'ai nommés sont invités. Puis, à ça qui s'est rajouté Julien Blais, qui s'est ajouté là, pour venir au camp de sélection. OK. Fait qu'il y a quand même solide représentation. Il y a une solide représentation. Puis là, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'équipe nationale, quand on joue du hockey, pas au hibou, là, mais tu sais, quand on joue les matchs des équipes nationales, ça marche aussi par niveau de vision. OK. Les gardiens de but sont classés qu'on appelle B1. Donc, c'est les joueurs qui voient le moins. Ouais. Les joueurs qui voient un petit peu plus, mais encore là, qui voient 5% et moins, c'est les joueurs qu'on appelle B2. Okay. Eux, ils ont un casque blanc sur la glace. Et il y a des joueurs qui voient plus, qui voient entre 5% et 10% maximum. Eux, c'est des B3. Okay.
Donc, moi, Bruno, François, on est des B2. OK. Donc, le coach de l'équipe nationale, quand il envoie ses 5 joueurs sur la glace, tu sais, mettons, pour une mise au jeu, il faut qu'ils mettent un maximum de 13 points sur la glace. Ça veut dire ça, 13 points, ça peut être comme 3 B3 puis 2 B2. OK. T'sais, il y a comme un système de points. Il y a un système de points. Il faut que ça soit équitable des deux côtés. Parce que, tu sais, dans le fond, une équipe. Ça, je me demandais, il y a une équipe pour envoyer tous ses meilleurs joueurs avec ses meilleures visions. C'est sûr que si tu as une meilleure vision, ben, tu peux être un peu plus avantagé qu'un joueur qui va moins bien. T'sais. Il y a une combinaison des deux. Il y a une combinaison de skills, de compétences de jeu, mais qui est aussi ajoutée à ça avec une compétence de vision. T'sais. C'est sûr qu'une personne qui a une très faible vision, qui va 2-3%, même si elle patine super vite, si elle patine, qu'elle est capable d'avoir un lancer hyper rapide, mais tu sais, si elle trouve pas la rondelle qui vient vers lui, ben, il va être désavantagé à la personne qui est peut-être un peu moins rapide, mais qui trouve toujours la rondelle. Donc, ce système de pointage-là permet d'équilibrer les forces en présence d'une équipe contre l'autre. Donc là, votre prochain gros tournoi, vous disiez, c'est? Ben là, il y a le camp de sélection. Prochaine grosse étape, on va pas penser au tournoi. Là, dans ma tête, je suis juste mindé sur camp de sélection. Puis après ça, y a-t-il un championnat du monde? Il y a en octobre, il va y avoir un tournoi de l'équipe canadienne puis contre l'équipe américaine. Puis par la suite, les Américains sont en train d'organiser pour mai 2020. Du 11 au 19 mai, un championnat des nations, où il y aura 4 pays, je crois, qui seront invités à participer. Puis là, c'est à Las Vegas, ça va se passer. Puis est-ce que vous avez une idée, c'est qui les autres pays? Je sais pas encore. Ben, sûrement. Finlande, tu sais, puis là, ben, je sais pas, là. Je suis pas dans cette organisation-là. Puis je dirais, regarde, moi, tout ce que je veux, là, c'est faire l'équipe. Je l'ai fait l'année passée. Jouer à ce niveau de jeu-là, c'est vraiment... C'est un thrill, hein? C'est vraiment excitant, faire partie d'une équipe, faire partie de choses. Tu sais, je m'entraîne en 2018, en mars 2018, quand j'étais nommé, versus aujourd'hui, je pèse 30 livres de moins. Wow. Je suis en meilleure shape que j'ai jamais été dans toute ma vie. À 20 ans, je n'étais pas aussi en forme qu'aujourd'hui. Tu sais. J'en ai 51. Tu sais. Fait que vraiment, c'est une motivation. Mes filles, ma plus vieille de mes filles, elle a dit que c'est une bénévole junior au club de hockey des Hiboux. Si je m'en vais au camp d'entraînement, elle voudrait bien venir avec moi. Je veux pas qu'elle vienne. Moi, j'ai zéro distraction, là. Mais, tu sais. Je t'aime, mais c'est pas le temps. Ouais, c'est ça. Mais, non, tu sais, c'est ma motivation. Tu sais, je m'entraîne le soir. Moi puis François, on s'écrit souvent des textos. Hey, OK, t'as fait combien de push-ups par soir? Puis, OK, il en a fait 3 de plus que moi. Ben, moi, demain, je vais essayer d'en faire 4 de plus. C'est bon, ça. Tu sais, on se motive. Parce qu'il faut le dire, le niveau de jeu, ça devient intense, là. Tu sais, là, mettons, Hibou, oui, bon, c'est plus récréatif, tout ça. Mais là, quand t'arrives en plus dans un contexte des compétitions avec les meilleurs, là, ça veut gagner. Là. On veut gagner. C'est sûr qu'au Hibou, on veut jouer, on veut s'amuser, c'est du plaisir. Je veux pas faire peur à personne. Il y a quelqu'un qui veut venir au Hibou, là, c'est pas le même. C'est participatif, c'est récréatif. Puis même s'il y a des joueurs des Hibou qui sont sur l'équipe nationale, l'idée, c'est de tout le monde ait du fun. Puis quand on reçoit un nouveau joueur qui vient jouer un lundi soir au Hibou, ce soir-là, le joueur le plus important, c'est le nouveau qui est sur la glace. On veut que lui ait du plaisir. Mais quand on joue à l'équipe nationale, puis quand là on veut gagner, c'est compétitif. Les joueurs, tu sais, les joueurs qui jouent là, ceux qui sont ils sont bons, tu sais, les autres, on est tous bons, là, mais tu sais, il y a des joueurs meilleurs que d'autres, puis tu sais, les joueurs veulent gagner, tu sais, puis ça doit bousculer. Ben, il y a pas de mise en échec, mais tu sais, quand tu vas dans le coin chercher une rondelle, c'est épaule à épaule, tu sais. Fait que c'est pas genre du bout du bâton, là. Tu sais, au Hibou, là, on va y aller du bout du bâton, on va faire attention à notre collègue, tu sais, parce que la semaine prochaine, tu vas jouer avec lui. Mais là, tu sais, quand on joue au niveau national, quand on joue contre les Américains, ben, ça y va épaule à épaule. Tu sais, moi, je suis allié, je droit ou gauche, ça dépend de ce que le coach a besoin. Mais tu sais, mon jeu, il me dit, tu te places devant le filet, puis tu tasses le défenseur. Fait que genre, tu sais, quand je suis devant un Américain, là, il m'en donne, je dans le dos. Tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est comme je la gagne ma place devant le filet. Tu sais, fait que c'est ça. Mais tu sais, c'est le fun. C'est ça la compétition. C'est ça la compétition. Tu sais, c'est ça. Est-ce qu'il y a des cheap shots de malvoyants que les voyants pourraient pas savoir qu'ils existent? Il y a pas, non, je pense que c'est les mêmes chip chops qui se font. C'est les mêmes, tu sais. C'est le même bâton, c'est le même, les épaulettes arrêtent au même endroit, tu sais, puis la partie entre la bas de l'épaulette puis le haut du coude, ça se finit pas mal aux mêmes places pour tout le monde, que tu sois non-voyant ou que tu sois, fait que, c'est ça. Non, c'est les mêmes chums, mais c'est vraiment très, je vais être à un niveau,
à ce niveau-là de jeu, là, moi, je pense que d'avoir été nommé sur l'équipe nationale, c'est peut-être une des meilleures choses qui m'est arrivée dans ma vie, parce que, tu sais, pour toute la valorisation, l'estime, tout ça, puis je me suis pris en main, j'ai l'entraînement que j'y ai fait, puis l'énergie que ça mène. Là, je te le souhaite. On a vraiment ça que tu sois sur l'équipe, puis on va suivre ça. Par le temps que le podcast va sortir, ça va déjà être, l'équipe va être faite. Donc, on se croise les doigts. Par rapport aussi, on a parlé beaucoup des bouts, on a parlé beaucoup du hockey sonore. On a moins parlé de ton histoire, toi, personnelle. Quand, par exemple, parce que comme on l'a dit dans les bouts, tout le monde arrive avec son bagage, son histoire. Toi, par exemple, est-ce que tu es né avec un handicap visuel? Moi, non, je suis pas né avec un handicap visuel. Je suis né comme personne voyante. J'avais de 0 à 17 ans, j'ai vu toute ma vie. J'ai fini mon secondaire 5 à 17 ans, je voyais parfaitement. Puis j'ai recommencé... j'ai fini mon secondaire 4 plutôt, excuse-moi. J'ai fini mon secondaire 4, j'ai fait l'examen du ministère où on noircissait les petits carreaux, puis je voyais parfaitement. Puis, dans l'été de secondaire 4 à secondaire 5, j'ai perdu 95% de ma vision. En un été? En un été. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une maladie héréditaire que j'avais, mais que je savais pas que j'avais. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Leber, la maladie de Leber. J'ai perdu 95% de ma vision. J'avais 17 ans. À 16 ans, j'avais mon permis de conduire. 17 ans et au mois de mars de mes 17 ans, je m'étais acheté une auto. J'ai acheté mon auto. Et puis, au mois de août, septembre, j'ai dû arrêter de conduire parce que la dernière fois que je l'ai conduit, je devais voir à peu près comme aujourd'hui, là. Tu sais, je restais en campagne, dans le coin de Saint-Esprit. Puis là, ben, tu sais, les premiers jours d'école, à secondaire, tu sais, tu vas chercher ton horaire, puis là, tu donnes ta case, des choses comme ça, à ça, tu pars, tu sais. Donc, j'avais voulu prendre le transport scolaire, j'avais pris mon auto. Mais là, quand j'arrive, là, je cherchais à prendre l'horaire, puis là, je me rends compte que, je suis pas capable de lire, tu sais. Je vais dans un de mes amis, je dis, tu me dis, c'est quoi le numéro de ma case? Il me dit, niaise-moi pas, tu vois, là, tu sais. Non, je vois pas, tu sais, c'est comme... Fait que j'avais des nouvelles lunettes à l'époque, tu sais, puis je pensais que c'était juste les nouvelles lunettes que j'avais qui étaient pas adaptées. Je suis retourné chez moi, je vois ma mère, j'ai faut retourner à Montréal. Puis là, on est allé voir la personne qui a fait mes lunettes, puis il a regardé, j'ai fait la bonne prescription, mais il dit, allez voir au coin de la rue, il dit, il y a un optométriste qui est là, peut-être qu'il peut juste regarder. Puis là, on était allé voir tout de suite le vendredi, on était le vendredi, là, 4h et quelque chose, là. Puis là, le vendredi, lui, l'optométriste regarde ça, il dit, écoutez, moi, je fais des tests sur ta vision, là, puis ta pression est bonne, tout ça. Je peux pas adapter ta vue, faut aller à l'hôpital, il y a quelque chose de plus, là. Faut aller voir un ophtalmologiste, puis il y a quelque chose de plus important que ça, que je peux pas savoir me diagnostiquer, tu sais. Mais là, on était le vendredi soir, tu sais, mois d'août, là, puis c'était après ça, c'était la fête, la fin de semaine, puis la fête du travail qui était de septembre, fait que j'ai juste pu aller à l'hôpital le mardi. Puis là, j'ai vu un médecin. Puis là, elle m'a annoncé, elle dit, t'es légalement, après la journée de test, elle dit, t'es légalement aveugle, tu peux plus conduire, tu sais. Donc, c'est le, puis là, j'ai demandé qu'est-ce que j'ai dit. Non, c'est pas vrai, je suis pas légalement aveugle. Elle dit, non, je sais pas si t'es aveugle. Au titre de la loi, t'es considéré comme illégalement aveugle. Mais tu peux voir encore un peu. Comment t'apprends ça, ça fait 17 ans que tu vois, puis que... Ben, comme un uppercut, hein. Tu sais, un jab, un uppercut, je sais pas c'est quoi en boxe, le coup de poing le plus fort que tu peux avoir, là, mais... Celui qui fait... Celui qui te knock, là, c'est celui-là que j'ai reçu, là, tu sais. C'est sûr que c'est tout un choc. Tu sais, c'est un choc, c'est... Comment ça s'est passé dans ton souvenir quand tu as dit ça? C'est quoi ton souvenir de ça? Ben, mon souvenir, je suis resté stomaqué sur la chaise d'examen, tu sais, puis surtout que là, je demande qu'est-ce que j'ai, elle savait pas, elle dit, il faut que je te revoie, il faut passer des tests, elle dit, ça peut être 4 types de maladies, puisqu'elle n'avait pas encore diagnostiqué, elle dit, mais t'es légalement aveugle, elle m'a donné, voici un numéro de téléphone, appelle-le, ils vont t'aider, tu sais, un centre de réadaptation. Mais elle dit, pour ta vision, elle dit, je peux pas encore te dire qu'est-ce que t'as, il faut que je passe d'autres tests. Ça aurait pu être la sclérose en plaques, ça aurait pu être un tumeur au cerveau, ça aurait pu être... Fait que là, on me donne 2-3 listes de choses que ça peut être, mais c'est pas c'est quoi, tu sais, fait que... Toutes des affaires qui sont super inspirantes, évidemment. Toutes des choses qui sont, comme tu dis. Donne le temps de se faire des scénarios catastrophiques dans ta tête. Ouais, c'est ça. Ta mère était avec toi? Ma mère était avec moi, tu sais. Puis, là, c'est sûr que... Elle attend ça en même temps que toi. Elle attend ça en même temps que moi, tu sais, fait que c'est tout un choc, tu sais, pour la famille. Puis là, ben, on a refait des tests. Puis là, ben, tu sais, je commençais mon soir 5, là, t'as pas adapté, tu sais, je suis pas capable de lire ce qui se passe. Vraiment, c'était comme non fonctionnel les premiers mois d'école, tu sais. Puis là, après 3 mois, ben là, ils ont diagnostiqué la maladie, ils ont dit, OK, c'est une maladie héréditaire que j'avais.
mais qui savait pas on savait pas à l'époque que j'avais ça. Personne dans ta famille avait ça? Ben, j'avais un de mes oncles qui était handicapé visuel, mais lui, ça allait vers 35 ans. Ah, OK. Puis cette maladie-là, justement, c'est qu'elle peut se déclencher entre 17 et 35 ans. Okay. Moi, je l'ai eu à 17, lui, il l'a eu à 35. Mais à l'époque, quand lui, ça y est arrivé, la science était moins avancée, on connaissait moins ça. Puis il était buandier à l'hôpital Saint-Luc. Donc, il avait pensé à l'époque que c'était plus les vapeurs de produits, des gros produits qu'ils mettaient dans pour laver le linge d'hôpitaux, que ça avait attaqué son air puis qu'il avait perdu sa vision. Mais il n'a pas dit que c'était héréditaire. Mm-hmm. Mais quand ça m'est arrivé à moi, ils ont fait venir aussi, ils ont demandé à lui de venir. Là, ils nous ont comparé, Puis là, ils ont dit, OK, c'est cette maladie-là, tu sais. OK. Donc là, moi, OK, là, maintenant, OK, j'ai un nom, mais là, qu'est-ce que je fais? Comment je me réadapte? Tu sais, c'est sûr que là, je connaissais pas mon nom, mais qui, lui, avait déjà son emploi à l'hôpital Saint-Luc, parce qu'ils ils ont changé de type d'emploi, mais il a pu continuer à travailler. Mais moi, tu sais, je suis en rendu en secondaire 5, là, j'ai pas, tu sais, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir, là? C'est une série de questions que j'ai passées à travers, là. Est-ce que tu as eu, tu sais, par 100 ans, c'est quand même un gros choc. As-tu eu des, pas dire des idées noires, mais c'est tu dis, hey, shit, je sais plus si ça me tente, là. C'est quand même, tu sais, est-ce que tu te disais, wow, ça t'a remis en question des choses où tu te dis, ouais, là, c'est pas la vie que je pensais avoir. Hein. Oui, tout à fait. C'est sûr que c'est pas la vie que je pensais avoir, là. À l'époque, tu sais, quand j'étais là, quand on monte à 35 ans, 34 ans en arrière, là, tu sais. C'est sûr que à 17 ans, quand ça m'est arrivé, c'est surtout qu'est-ce que je vais devenir. Tu sais, je voulais pas dire, je vais être pris chez nous à recevoir un chèque d'aide sociale toute ma vie. Qu'est-ce qui va se passer avec moi? Je sais pas ce que je pensais faire. Tu sais, puis moi, je reste en campagne. Tu sais, conduire, c'était toute ma vie. Tu sais, je pensais que conduire, c'est l'autonomie. Tu sais, un jeune de 17 ans, 18 ans, tu veux conduire. Tu sais, tu veux avoir ton auto. En campagne, tout le monde a son auto. Tu sais, il n'y a pas de transport en commun. Tu sais. Qu'est-ce que je vais faire, tout ça, tu sais, j'étais comme pas adapté. Donc, j'ai eu toutes les phases, tu sais, qu'on pourrait dire du deuil, tu sais, de déni, de tristesse, de déprime. Je suis passé par là, tu sais. Mais là, jusqu'à temps que là, il y a une personne, là, je commence à je dis, OK, après ça, je pense que je me suis découvert une force de fonceur puis de résilience, tu sais. Puis de faire en sorte de dire, ben là, j'étais allé, j'ai fini mon secondaire 5, mais avec des cours allégés à la polyvalente de l'Achigan. Puis, c'était un roc de l'Achigan. Puis là, la deuxième année, je suis venu à l'école, parce qu'il y avait un professeur qui venait de l'école Jean Coilette, qui venait me voir pour m'aider un peu, supporter. Puis elle dit, Gilles, je pense que tu devrais venir, la prochaine année, venir à l'école handicapée visuelle, puis apprendre à fonctionner comme personne handicapée visuelle, apprendre le braille, apprendre à fonctionner comme personne non-voyante, tu sais. Puis je pense que ça pourrait t'aider. Fait que j'ai accepté ça. Fait que là, je suis parti de Saint-Esprit, de la campagne, pour venir vivre à Rive-Sud, à Longueuil, en appartement tout seul, après même pas un an de mon diagnostic. Puis, arriver à devenir... Puis là, aller à l'école pour non-voyants, apprendre le braille, puis faire les cours de mathématiques avancées que j'avais pas pu faire à l'époque avec les voyants. Puis là, j'ai vu des personnes, des professeurs qui m'enseignaient le braille, mais qui étaient non-voyants eux-mêmes, puis qui ont été des exemples pour moi, tu sais, puis qui ont dit, tu sais, le monsieur qui m'enseignait le braille, je me rappellerai toujours, lui, dans les années 50, il est parti à Paris étudier la musique, puis il était non-voyant. Les années 50? Ouais, 50, 55, là, il est parti, tu sais, il est parti, là, peut-être plus 58, là, mais tu sais, quelqu'un qui était pas barré, mettons. Ouais, c'est ça, tu sais, puis que le soir, il devait écrire lui-même ses partitions de musique parce qu'il y avait pas de transcription qui se faisait, là, tu sais, puis t'es allé étudier la musique à Paris, une école spécialisée. Ouais. Puis il est allé faire ça, j'ai dit, tabarouette, tu sais, c'est comme... Si lui fait ça, moi, j'ai pas d'excuse. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis une autre personne, tu sais, qui elle, travaillait, faisait l'autre chose. Puis, tu sais, il y en a une autre personne, un couple de personnes handicapées visuelles qui avait un bloc, qui avait un immeuble, puis il était heureux, puis ils font, hey, gars, eux, ils travaillent, tu sais, puis ils fonctionnent, puis de là, ben, j'ai dit, hey, je pense que ceux qui ont passé là, moi, je pense que je devrais être capable. Fait que là, la deuxième année, j'ai appris mon braille. La première année, j'ai appris mon braille en 3 mois, toutes les abréviations, apprendre à lire en braille. Puis après ça, par la suite, mais là, j'ai décidé de la deuxième année, j'ai demandé de retourner encore à l'école pour non-voyants, mais avec des cours de chimie physique pour pouvoir aller au cégep que je voulais faire. Mais là, sur place, à l'école non-voyante, il n'y avait pas assez de personnes pour ouvrir le cours, là, pour le cours de chimie et de physique. Fait que le jour, j'allais à l'école
Jean Coilette pour non-voyants. Et le soir, j'allais à l'école des adultes avec des personnes voyantes à faire mon cours de chimie physique. OK. Et j'ai fait ça pendant un an. J'ai été chercher les scapels aux écoles des adultes. Donc, de septembre à janvier, tu fais une année complète. Puis de janvier à juin, tu fais une autre année complète. Okay. Fait que pendant un an de temps, là, j'allais comme 12 heures par jour à l'école. Okay. Puis, après ça, je suis rentré au cégep, en sciences pures. À l'époque, là, il commençait à avoir des services adaptés. J'étais un des premiers à rentrer au cégep en sciences pures au cégep du Vieux-Montréal. Faire le cours de donc les cours de chimie, physique, mathématiques, calcul différentiel intégral et compagnie. Là. Donc, puis je voyais pas au tableau. Là. Fait que, quand je faisais les cours de physique, là, je suivais le prof qui faisait sa démonstration. Puis là, le souvenir que j'ai toujours le plus, là, c'est une fois, je vois le prof de chimie, de physique mécanique qui fait sa démonstration. Puis là, il est rendu au 3e terme. Puis là, il dit X2, Puis là, j'ai dit, hey, monsieur, je pense que vous avez au 3e terme, 3e ligne, je pense que vous avez oublié un X2. T'sais. Puis là, il s'en regarde, puis il dit, oui, t'as raison. Là, il s'en va dans sa classe, puis il dit, comment ça, c'est le gars qui voit pas clair dans la classe qui me reprend quand vous voyez tout. C'est ça. Puis il a fallu que je me défonce aussi des portes, parce que en chimie, ben là, il voulait pas avoir un non-voyant dans son cours, dans son laboratoire. T'sais. Puis là, moi, j'ai dit, non, c'est pas vrai. Je me suis inscrit en chimie, je vais faire les laboratoires. Fait que j'ai fait quand même les laboratoires. Il avait peur. Il avait peur, tout ça. Mais quand il y a eu des explosions, c'est jamais moi qui les ai provoquées. Au cégep du Vieux, il y avait d'autres personnes qui étaient... Il y avait d'autres raisons pourquoi... Il y avait d'autres raisons pour lesquelles il y avait peut-être des explosions, Mais c'est ça. Fait que, c'était tout un peu mon... Ton cheminement. Est-ce que tu avais un plan de ce que tu voulais faire avant ton handicap? Puis est-ce que ça l'a changé ou tu as continué de ce que dans la veine que tu aurais fait même si tu avais été voyant? Ça a-tu changé quelque chose dans ton parcours? T'aurais-tu été en chimie? T'aurais-tu été en... J'aurais peut-être pas été en chimie. Je voulais aller au cégep, mais encore là, c'était pas clair c'était quoi exactement. Mais c'est sûr que personnellement, je pense, c'est dur à dire. Hein, c'est comme des fois, tu vois des fourches, t'es dans une fourche de vie, puis là, il y a des événements qui arrivent, tu pognes à gauche ou tu pognes à droite, Puis là, mais la pilule bleue, la pilule rouge. Ouais, puis là, si tu vas à droite, ça mène à d'autres choses. Tu l'auras jamais su, Tu l'aurais jamais su, mais je pense, que je me suis probablement rendu plus loin aujourd'hui. Je l'aurais peut-être fait pareil en étant voyant, ça aurait juste été plus facile, mais je pense que je me suis quand même rendu plus loin aujourd'hui que si j'aurais été une personne voyante. Pourquoi? Parce que, quand tu vois, là, puis mettons, je veux dire... C'est fou quand même de dire ça, mais c'est vrai, je comprends, Ce que je veux dire, c'est que, si mettons, tu as une embûche, tu s'en va pas bien au cégep, puis j'ai coulé, exemple, mon cours de physique mécanique, je l'ai coulé la première fois. Là, j'aurais pu me décourager. Mettons, je vois clair, puis je me décourage. J'abandonne le cégep, je m'en vais chauffeur de taxi ou je m'en vais chauffeur d'autobus. Je vois clair, j'aimais ça conduire. Moi, j'aimais ça conduire. J'aurais pu décider, je vais être aussi bien payé que peut-être que mon travail je fais aujourd'hui, mais je vais aller conduire des autobus. Je sais pas, fait que j'aurais pu peut-être, tout est différent. Je suis pas limité parce que je vois pas. Donc, ça forge des traits de caractère, ça te pousse à aller plus loin. Ça augmente ton niveau de résilience, où tu développes ta résilience. Faut que tu ailles plus loin, faut que tu acceptes les embûches, faut que tu trouves les façons, comment je vais contourner cette embûche-là, comment je vais aller plus loin. Est-ce que, comment les gens autour de toi, est-ce que le regard sur toi a changé quand c'est arrivé? Que ce soit les amis, la famille? Oui, c'est sûr que les gens ont ma mère, elle personnellement, était frustrée parce que c'est une maladie héréditaire qui est transmise par les femmes. Donc, elle se sentait coupable, Donc, ça lui a pris du temps à accepter. Puis quand elle a vu plus tard, éventuellement, que je m'en suis bien sorti, je pense qu'elle a fini par accepter, là. Mais c'est sûr que des fois, ça en voulait. Mais oui, le regard des gens change, c'est sûr que les gens, le regard des personnes, quand tu te déplaces avec une canne blanche, les gens vont toujours te regarder un peu bizarre, parce que... Même si tu les vois pas, tu les sens. Ouais, tu les sens. Moi, je me rappelais toujours quand j'avais 17 ans, là, puis j'ai ouvert la première fois ma canne blanche. Là, j'avais vraiment l'impression que j'étais sur une petite rue tranquille, là, à Longueuil, qui était vraiment pas une rue passante. J'avais mon feeling, là, c'est que tout le monde était dans le temps en train de m'en garder. C'est comme si je chantais 3 millions de paires de yeux sur moi. J'avais des sueurs froides, j'avais des... Je pense que je transpirais. J'avais vraiment eu l'impression que tout le monde était dans leur fenêtre en train de m'en garder. Il n'y a personne dans leur fenêtre. Tu entends les gens? Ouais, c'est ça, mais... Les gens qui se tassent maladroitement devant toi. Attention. Ouais.
aussi. De toute façon, il est aveugle. Ouais, c'est ça. Mais une fois, j'ai dit à quelqu'un, je dis, je suis aveugle, mais je suis pas sourd. C'est ce que j'ai expliqué à quelqu'un. Mais généralement, les gens sont gentils. Généralement, les gens veulent aider, ils veulent supporter, ils veulent aider. Ouais. Puis juste pas mal faire, puis ils sont maladroits, ils veulent pas te poser de questions, mais ils aimeraient t'en poser. Mm-hmm. Moi, je dis toujours aux gens, quand je donne des formations, des sensibilisations, je dis aux gens, poser des questions, demander à la personne si elle a besoin d'aide. Ouais. Puis elle va vous le dire si elle a besoin d'aide. Si elle a besoin d'aide, elle va vous le dire. Puis si elle vous répond non, c'est correct, c'est peut-être parce qu'elle est dans un environnement connu. Moi, si on me demande j'ai besoin d'aide entre mon travail puis ma porte de ma maison, c'est un trajet que je fais 5 fois par semaine, Ouais. Fait que j'ai pas besoin d'aide là. Mais si je m'en vais dans l'ouest de l'île de Montréal, un coin que je connais beaucoup moins, ça se peut que je me retrouve dans un coin où je demanderais de l'aide, puis si on m'en offre, je vais être bien content, Ouais. Donc, c'est-tu la chose que tu aimerais que les gens voyants sachent le plus à propos des non-voyants? C'est quoi la chose que tu aimerais apprendre aux gens qui sont comme un peu mal à l'aise ou maladroits par rapport aux non-voyants? Qui voient que chaque personne non-voyante est différente, parce que chacune a pu développer ses habiletés différemment, augmenter leurs forces différemment. Puis, dans le fond, ce que ça fait la déficience visuelle aussi, c'est ça amplifie tes forces, puis ça amplifie aussi tes faiblesses. Hein? J'ai toujours, comme si une personne devient non-voyante, puis qu'elle n'avait pas le sens de l'orientation, là, mais ça va juste amplifier probablement ce sens-là. Ouais. Versus que si la personne avait déjà à la base le sens de l'orientation, était capable de dire où est le nord, le sud, l'est et l'ouest, elle va être encore plus facilement, elle va s'orienter mieux quand c'est non-voyante. Ouais. Mais donc, c'est un peu ça, c'est que la déficience visuelle fait que ce que je veux que les gens retiennent, c'est que chaque personne est différente, chaque personne visuelle est différente. Puis c'est pas parce qu'ils en ont vu une qui était très autonome que la prochaine qu'ils vont croiser a peut-être ce même niveau d'autonomie-là, puis peut-être que la deuxième, elle aura besoin d'aide, même si la première n'avait pas besoin. Ouais. Donc, c'est que chaque personne est différente. Toi, dans ta vie, c'est quoi, selon toi, tu trouves le plus gros défi en tant que quelqu'un qui a un handicap visuel? Répondre à cette question-là, peut-être. C'est peut-être ça le plus gros défi, c'est répondre à des questions. Ouais, ça répond à cette question. Non, mais c'est pas le défi. C'est là où moi, j'ai réédit la question dans ma tête, mais je te disais, ce que je trouve le plus triste. Ouais. Peut-être, mais le défi, c'est un autre élément, tu sais. Mais actuellement, ce que je trouve le plus triste, c'est de pas voir, mettons, les yeux de mes filles ou le sourire de mes filles, tu sais. Ouais. Parce que tout le monde me dit que mes filles ont des yeux superbes, tu sais, puis quand ils sont loin... On dirait que les gens font ça juste pour t'écœurer. Ouais, c'est ça. Ben, non, ils veulent m'écœurer ou me le dire. Ils veulent que je sache qu'ils ont des yeux superbes, tu sais. Ouais. Puis là, c'est comme, tu sais, je pense que je trouve ça le plus triste, de pas voir le visage de tout, mais tu sais, je les vois, là, tu sais, je suis capable de voir leur physionomie en général, mais tu sais, pas voir les détails. Ouais. Je trouve ça le plus triste. C'est quoi ton pourcentage de vue? Moi, c'est 5%. Donc, tu vois dans le fond... Mais moi, c'est comme si je te fixe actuellement, je te vois pas du tout le visage, tu sais. Okay. Mais si je tense mon œil à droite, je vais voir la forme de ton visage, mais je suis pas capable de voir tes yeux. Je suis pas capable de voir la couleur de tes yeux, tu sais. Okay. Donc, parce que j'ai pas de vision centrale, tu sais. Puis ça a un peu le même effet d'une lampe de poche, le fait de la vision centrale, c'est, tu sais, plus tu rapproches la lampe de poche sur un mur, le rond se concentre plus. Donc, si je m'approche d'un objet, je suis capable de le voir un peu plus, mais tout le temps moins précis. Puis plus je m'éloigne d'un objet, moi, je le vois parce que la partie concentrique grossit, puis donc je vois moins, tu sais. Ouais. Mais donc, si j'avais un œil de pirate, tu pourrais pas le voir? Non, pas du tout. C'est un œil de verre. Ouais, c'est ça. Si je l'aurais mis, je pourrais l'utiliser jamais. Mais tu sais, si t'es mis du maquillage aujourd'hui, je le vois pas non plus, tu sais, c'est ça. J'aurais mis ma plus belle robe juste pour toi. Ouais, ça aurait été beau. Y a-t-il quelque chose que vu que t'as connu de la vie avec Vision, que tu t'ennuies et des fois tu repenses, tu fais, ça c'est l'affaire que je m'ennuie le plus? Conduire? Ah ouais, hein, c'est ça, t'étais vraiment un gars qui aimait rouler. Ben, ouais, c'est que, je comprends, puis là, je veux pas trop dire, mais tu sais, c'est sûr que conduire, c'est l'autonomie, tu sais. C'est ce sentiment-là aussi de l'indépendance. L'indépendance, tu sais, des fois, t'as besoin de faire quelque chose, tu sais, bon, j'ai la chance d'avoir une conjointe qui voit puis qu'on a un auto, là. Ouais. Mais des fois, ça revient toujours sur elle de devoir faire des commissions, des choses comme ça, tu sais. Donc, ta blonde est voyante. Oui, ma blonde est voyante. Comment un non-voyant rencontre une voyante? Par toutes sortes de façons. Moi, je l'ai rencontré en prenant l'autobus.
Tu vois, c'est ça qui arrive quand tu prends pas ton char, Gilles. Ouais, c'est ça. Ça change ta vie. Ça change ma vie, tout à fait. T'as dû laisser tomber un amour pour trouver l'autre. Ouais, c'est ça. Pour trouver le véritable. Ah, c'est bon, ça, j'ai apporté ça de même. J'ai hâte de voir, mais qu'elle écoute, qu'est-ce qu'elle va dire. C'est le slogan de votre relation. Oui, c'est ça. Non, on s'est rencontrés sur l'arrêt d'autobus un lundi matin. Non. Ouais. Où ça? À Longueuil, sur le coin de Terrasse des Saules et je sais plus quel d'Avion, je pense, et l'autobus numéro 73 à Longueuil, tu sais, c'est pas loin de l'Arena Olympia. Puis moi, je prenais l'autobus, je m'en venais au Cégep du Vieux, justement. Elle allait travailler, puis là, elle m'a vu, j'avais ma canne blanche, fait que tout de suite en partant, elle savait que je voyais pas. Ouais. Des fois, c'est que souvent les gens me disent quand j'ai pas ma canne, tu sais, qu'ils peuvent pas savoir tout le temps si je vois, tu sais, je me débrouille assez bien. Donc, mais j'avais mon canne blanche, là, donc elle savait tout de suite en partant. Fait qu'elle m'a plus celle qui me posait la question, tu sais, elle dit, mais là, elle savait pas si j'avais une montre, tu sais, elle dit, fait que, tu vois, je vais demander s'il sait à quelle heure passe la prochaine autobus, tu sais. Pas dans combien de temps qu'elle passe, mais s'il sait à quelle heure qu'elle passe, fait que, puis là, ben, j'ai répondu à ces questions, puis là, de fil en aiguille, on a embarqué ensemble dans l'autobus, on a majorisé tout le long du trajet. Puis durant ce trajet-là, ben, elle m'a demandé si je prenais toujours l'autobus à la même heure. J'ai dit non, parce que comme j'allais au cégep, donc des horaires un peu variables. Mais moi, j'en ai déduit qu'elle la prenait à la même heure. Et donc, le lendemain matin, je me suis pointé à l'autobus à la même heure, et par chance, elle était là. Pas pour prendre l'autobus pour d'autres, pour elle. Pour elle, elle s'est introduite, donc elle a pris l'autobus pour elle, puis là, ben, on s'est jasé encore. Fait que, sauf que ce matin-là, moi, j'avais pas d'aller là au cégep, parce que je suis allé, prendre l'autobus, je me suis rendu au métro Longueuil, puis elle est partie, je suis changé d'autobus pour prendre son auto, puis là, moi, je suis revenu dans le même autobus avec le même chauffeur pour me ramener chez nous. C'est ça. Puis il dit, je t'ai pas amené tantôt dans le sens au contraire. Il dit, oh, oui. Puis j'ai fait ça la même chose de mercredi, puis jeudi, puis le vendredi, mais le soir, on est sorti. Elle savait pas, elle pensait que c'était un autobus, elle savait pas que c'était une date. Ouais, puis là, j'ai dit le vendredi. En passant toute la semaine, moi, c'était des rides d'auto. Ouais, c'est des rides d'autobus. Ouais, il y avait juste 2 fois sur 5 que je devais aller au cégep. C'est comme... Fait que de là, ben, depuis ce temps-là, ça fait 27 ans. Ouais, 27 ans qu'on est ensemble, puis on s'est pas quittés. Wow. C'est quand même aussi vraiment intéressant du fait que la séduction est basée sur l'apparence physique beaucoup et que dans cette situation-là, dans ce cas-là, tu peux pas dire, en tout cas, c'est vraiment quand je t'ai vu, dans le sens que tu commences là, c'est fou que la relation s'est développée d'une toute autre manière. Dans le fond, toi, tout ce que tu avais, c'était sa voix, dans le fond? Ouais, ben, je la voyais un peu, là, quand même. Oui, non, mais je veux dire, comme tu dis, général. Ben, je voyais des fois, c'était sa voix, c'était sa gentillesse, son ouverture d'esprit. C'est sûr que c'est elle qui m'a adressé la parole en premier, mais c'est ça. Je voyais qu'elle avait déjà une ouverture d'esprit, tu sais, parce qu'il y a des gens, tu sais, je les vois encore aujourd'hui, qui voient une canne blanche, puis ils ont peur quasiment, tu sais, ils font un pas de recul, ou presque, là, des choses comme ça, tu sais, mais il y a d'autres personnes qui ils sont super gentils, mais tu sais, fait que je voyais toute sa gentillesse, son ouverture, tout ça, tu sais. Fait que, comme tu sais, c'était pas une basée juste sur l'aspect physique, mais tu sais, bon, tu sais, on a communiqué rapidement, tu sais, puis de fil en aiguille, ben, c'est pas. Je pense que c'est la bonne, on va essayer de pas laisser filer, tu sais. Mais c'est sûr que la séduction, quand je parle à des personnes non-voyantes, tu sais, c'est comme, tu sais, je dis aux gens, tu sais, comment je fais pour rencontrer, tu sais, c'est comme ça. Je dis, faut rester ouvert, tu sais, je pense que ça peut arriver n'importe où, faut rester ouvert. Ouais. C'est sûr que, tu sais, comme je dis à quelqu'un, tu sais, c'est sûr que si ma blonde allait juste s'arrêter sur l'autobus, puis elle a fait juste des beaux sourires, en pensant que j'y réponde, ben, c'est sûr qu'on serait passé à côté l'un et l'autre. C'est ça. Mais même si tu avais été voyant, tu aurais eu une vie différente, tu l'aurais probablement rencontré, tu sais. Ouais. Si tu avais été à Longueuil. Non, j'aurais pas été à Longueuil. C'est sûr que... Personne ne va à Longueuil pour le foot. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Bon, c'est la Coupe Longueuil, non? Ouais, c'est ça. Le plus grand héritage. Mais non, mais tu sais, c'est là le fait que tu sois là, que tu sois non-voyant, qu'elle t'a vu, qu'elle est venue te parler, c'est fou quand même, comment ça... Il n'y avait pas un film avec Tom Hanks puis Meg Ryan que c'était ça? J'ai comme un flashback. Non, ça me dit rien. Bref. Mais aussi, j'imagine, ce que je suis en train de me dire, c'est sûr qu'il y a des applications de rencontres aujourd'hui pour non-voyants. Je suis sûr que ça existe. Sauf qu'en même temps, je me dis, quelqu'un qui a un handicap visuel veut peut-être pas être quelqu'un qui en a aussi. Parce que peut-être qu'il veut avoir... Mais il y a des gens il y a des gens handicapés visuels qui sont en couple. Tu sais, sont en couple ensemble. Il y a des gens qui oui, tu me dis, ils veulent pas que des Non, je veux pas que ça sonne méprisant. Plus au sens de peut-être que s'ils trouvent est-ce qu'ils trouvent que c'est trop compliqué? Est-ce que, tu sais, comme tu l'as dit tantôt, ma blonde s'occupe de beaucoup des commissions, s'occupe de...
c'est sûr que c'est une dynamique différente. Si les deux sinon, ça a donné comme ça, je suis content, mais ça aurait pu être une autre personne. Ouais. Je t'ai dit, je t'aime, ça ne va pas être une autre personne, mais c'est pas ça, mais je comprends ce que tu veux dire, mais bref, c'est ça. Mais je pense qu'on a fait le tour. Mais je voulais parler de tes filles parce que justement, tu l'as dit, c'est une maladie héréditaire. Ouais. Mais là, toi, en ayant des enfants, tu disais mais là, moi, à l'état de la science actuelle, là, on va se croiser les doigts. Ce qu'on m'a dit, c'est l'homme ne transmet pas la maladie. Okay. Donc l'homme va subir. Donc ça va s'arrêter à moi. Mais si ma mère, moi, je suis fils unique, là, mais ta mère l'avait-elle? Non, elle avait la gène, puis elle a transmis à son garçon. Mais si elle a eu une fille, elle s'est arrêtée. Elle a eu le gène, puis elle aurait pu le transmettre à ses enfants. T'sais. Mais ce que moi je me demandais, c'est est-ce que toi tu peux transmettre la gène à tes filles qui, elles, peuvent le transmettre à quelqu'un? Non, c'est ce qu'on m'a dit, non. Mais des fois, il y a de la science des non, puis en fin de compte, on s'est trompé, ou il y a 1% de chance que ça arrive, puis là, c'est ça, tu sais. Mais tu sembles avoir, parce que dans ta biographie, il y a des cartes de hockey sur les hiboux. Ouais. Puis juste dans ta bio, tu mentionnes tes filles. Et ça sont plus vieilles, là. Je te disais qu'ils sont rendus bénévoles. Ils sont plus vieilles. Ma plus vieille a 11 ans, tu sais. Ah, OK, ils sont puis, elle vient, je vois qu'il y a une occasion des hiboux, là, tu sais, comme au souper annuel, elle vient, des fois, quand on fait les pratiques, elle va venir, elle apporte un kangourou des hiboux, elle a sa casquette des hiboux, elle est en 5e année, là. Elle est dans une petite école de quartier, puis son groupe, son deux classes, son deux groupes, là. Fait qu'ils mélangent un peu d'une année à l'autre. Mais cette année scolaire-là, je peux dire qu'ils vont soumettre le groupe à travers le Québec qui va être le plus sensibilisé à la déficience visuelle parce que depuis la première année, qu'elle fait un exposé oral au moins une fois, sinon 2 fois par année sur la déficience visuelle, tu sais. Cette année, à Toronto, au mois de mars, là, quand je suis revenu de Toronto, elle a montré sur YouTube, sur le tableau interactif, son professeur, il a dit, regardez le match de mon père, tu sais, puis quand j'ai marqué un but, puis, tu sais, sur l'équipe canadienne. Sur l'équipe canadienne, puis elle a amené des simulateurs de vision lors d'un exposé oral, puis elle a pu montrer, voici, ça, c'est la vision de mon père, puis voici d'autres types de visions. Donc, c'est je pense être l'année scolaire la plus sensibilisée, puis c'est ça. Donc, oui, elle aime vraiment ça, puis elle vient à nos activités, puis elle remplit les bouteilles d'eau, puis elle connaît tous les joueurs. Puis... C'est incroyable. C'est vraiment le fun. Je me demandais si tu écoutes encore le hockey. T'écoutes-tu encore le hockey? Tu écoutes encore le hockey, les Canadiens, tout ça? Oui. Tu l'écoutes à la radio? J'ai-tu assumé que tu peux pas le regarder? C'est pour ça non, mais j'écoute à la radio parce que le commentateur est bon, là, tu sais. Mais j'écoute à la radio, Martin. Puis je vois Martin. Puis souvent que si je suis en télé, je vais écouter la télé aussi, là, mais j'essaie d'écouter le hockey en anglais pour m'améliorer mon anglais, là, parce qu'un de mes défis, tu sais, c'est d'améliorer mon anglais. Avec l'équipe canadienne. Avec l'équipe canadienne, tout se passe en anglais, là. Gilles. Donc, fait que donc j'écoute en anglais. Puis ça se passe à la glace en anglais. Tu parles en anglais, puis t'es comme moi. Ouais. Fait que là, pourquoi tu riais dans le fond quand je t'ai demandé ça? C'est parce qu'en ce moment tu l'écoutes en anglais, c'est pour ça? Ouais, non, mais tu vois, c'est ce que je riais, c'est parce que tu sais, non, je peux pas rire, tu sais, je peux pas te dire, Tu peux pas me le dire? Ah, non, je peux te dire. Mais non, mais j'écoute la radio, j'écoute la télé, j'écoute le jeu à télé parce que j'essaie d'observer les positionnements des joueurs, tu sais. OK. Comme moi, je suis allié, j'essaie de voir, l'allié fait quoi dans cette situation-là, l'équipe fait quoi dans cette... Donc, tu regardes le hockey d'une certaine manière. Je regarde le hockey, mais assez qu'avec une vision le plus possible instructive, tu sais. Ouais. Pour essayer de voir qu'est-ce que les joueurs font, tu sais, ou avec ma fille là, qui est un petit peu accro à YouTube, là, mais des fois je dis OK, on sort moi les 50 plus beaux buts de la LNH, fait que là on en regarde les fins puis tout ça, tu sais, mais tu peux voir comme sommairement. J'ai une télé 65 pouces là, fait que tu sais j'ai une grosse télé. Donc tu peux comme avoir une espèce de schéma général de qui puis un zoom, on peut aussi faire un zoom. Ah oui, c'est vrai. Fait que je zoome. Puis je me demandais qui utilisait cette option-là. C'est ça. Moi. Zoom 2, comment? Ouais, c'est ça, tu sais, Zoom 2, là, je zoome, puis, mais quand mes filles écoutent, ils l'enlèvent, mais quand j'arrive dans le salon, ils la remettent, tu sais. Fait que je zoome, mon fauteuil est assis, je suis assis, là, à 3 pieds, entre 3 pouces et 3 pieds de la télé, là. Ah ouais. Puis c'est comme ça que je réussis à voir. Tu sais, je vois pas tous les détails, hein, tu sais, comme je disais tantôt, la vision centrale, c'est t'enlèves des détails, mais le fait que je suis assez proche, je réussis à voir relativement bien, tu sais. T'as-tu comme des joueurs préférés? Tu sais, vu c'est sûr que je trouve que Crosby,
sais, Malkin, c'est des bons, c'est des tops, là. Ouais, c'est ça. Ça, tu dis que tu regardes... Mais mon ancien, à l'époque, c'était Guy Lafleur, là. Parce que, tu sais, puis c'est pour ça que je porte le numéro 10, là, quand j'essaie d'avoir... À l'époque, c'est ce que tu voyais des... Ouais, là, quand je voyais clair, tu sais, puis j'écoutais le hockey avec ma mère, puis tout ça, là, c'est comme quand je voyais, puis Guy Lafleur jouait encore, là. Ouais. C'est des souvenirs clairs. Parce que tu parlais que tu regardais les games de hockey. Est-ce que tu regardes des films? Tu peux-tu regarder des films? Ouais. Comment ça marche? Ben, si je vais au cinéma, comme faisant, je suis allé au cinéma, je m'assois en 3e rangée, là. Tu sais, le couple qui est toujours en avant, là, tu sais, qui sont les seuls en avant, tu sais, ils sont en 3e rangée, là, c'est moi, tu sais. Fait que dans le fond, c'est que encore une fois, tu guettes un feel du film. Ben, c'est sûr que, tu sais, il y a des films qui sont plus faciles à voir, tu sais, si t'écoutes Batman, là, tu sais, Dark Batman, là, tu sais, puis là, tout se passe dans le noir, il y a un habit noir. Ça devient compliqué, là. Tu sais, tu vois pas le mouvement, tu sais. Mais, tu sais, il y a des films plus faciles à voir que d'autres, là, tu sais. Des films visuels d'auteur avec que des longs plans, pas de dialogue, ça doit être quand même... Non, ça, j'essaie d'éviter, parce que, là, tu sais, des fois, c'est dans le détail, aussi dans la lampe qui était là, qui est plus là, ou... le rappel du verre dans la lampe, des détails, c'est un peu trop... Ou, tu sais, des sous-titrages français, ben là, j'y vais pas, parce que, tu sais, je dis, il faut que j'ai mal à la bande de tout mêler les sous-titrages. Ouais. Puis là, ben, non, tu sais, ça, c'est pas intéressant, là. Non, je comprends. Mais, sinon, oui, je vais, tu sais, j'aime bien, tu sais, j'aime bien regarder des films aussi, tu sais, j'aime aussi regarder des films, tu sais, qui parlent justement, oui, de sport, tu sais, des faits vécus, des succès, des choses comme ça, tu sais. Tu sais, on dit que quand tu perds un sens, les autres deviennent plus forts. Est-ce que c'est vrai? 2, toi, est-ce que tu as senti que ce soit ton ouïe ou ton odorat, est-ce que tu sens que ils sont encore plus forts? Il y a un peu de mythe là-dedans, tu sais. Ouais? Ouais. Tu sais, moi, je dirais, c'est plus comme tu as tes habiletés, c'est comme tu as tes forces et tes faiblesses, tu sais. Tes forces vont être augmentées si tu les travailles, tu sais. Puis, cependant, ce qui va être un peu accentué, c'est tes faiblesses. Tu sais, comme je disais tantôt, si tu n'as pas le sens de l'orientation, ben, c'est sûr que quand devenant non-voyant, ça va être plus difficile, tu sais, mais... OK. Mais il y a un aspect un peu Daredevil là-dedans. Ouais, il y a un petit Daredevil. Toi, quelqu'un qui mange à 8 km de toi, t'es comme, du curry. Ouais, non, ça, c'est ça, tu sais. Non. Ou le Sense of Woman, là, tu sais, avec Al Pacino, là, tu sais, qui conduisait... Ah oui, Sense of Woman. Ouais, je l'ai pas vu, avec, c'était pas avec, oui. C'était Pacino puis qui, déjà? Pas Tom Cruise? Non, c'était peut-être Tom Cruise. Ah non, ça, c'était mais qui était complètement aveugle, là. Il faisait un vétéran de la guerre qui était devenu aveugle, puis à la fin, il conduisait une Ferrari à je sais plus combien de kilomètres heure de vitesse, puis c'est dans une ville sans rien faire. Tu sais, c'est des mythes, ça s'en prend, ça arrive pas, puis c'est parce que, tu sais, il sentait le parfum d'une femme, puis c'était comme, tu sais, capable de détecter c'était quel parfum, ou le Chanel, quel numéro, tu sais. C'est un peu romancé. C'est un peu romancé, tu sais, c'est comme, c'est sûr, j'aime bien ça, voir le film Daredevil, tu sais, je trouve ça, des super-héros aveugles, mais on sait bien que dans la vraie vie, c'est pas ça, tu sais. Ouais. C'est le fun à voir, ça fait des bons films, là. Ben, honnêtement, je trouve que ça boucle bien la boucle d'une entrevue parce que je trouve que les héros aveugles, c'est les hiboux, c'est vous, c'est les joueurs qui non seulement vous limitez pas, non seulement vous jouez au hockey, mais vous jouez à un très bon niveau, puis même que tu es sur l'équipe, parce que tu as joué sur l'équipe canadienne et on espère, touche du bois, parce qu'on est ici, on a du plywood ou quelque chose. Oui, ça fait, que tu vas être sur l'équipe nationale avec François, tout ça, donc bref, je trouve que vous êtes quand même humblement là, des héros du quotidien, puis je vous, en tout cas, bref. Merci beaucoup, c'est super gentil. Je vous lève ma capine. Mais c'est super. Mais bref, écoute, merci Gilles. Ça fait déjà 1h30 qu'on parle. Ça passe. Si je t'avais demandé, t'aurais peut-être pensé là. Mais ça va vite, donc je pense qu'on a fait tout. Il y a des trucs que j'ai oublié de dire. Je voulais, en terminant, dire, s'il y a des gens qui nous écoutent, deux choses. Qui nous écoutent avec ou sans handicap visuel, on peut aller voir jouer les hiboux à Montréal. Oui, l'entrée est gratuite. Oui. C'est sûr que s'il y a affluence, on va peut-être charger un prix, ça va financer le club, mais non, sincèrement, l'entrée est gratuite. On joue tous les lundis soirs à partir de le 2e lundi de septembre. Donc, et jusqu'à la fin mars, c'est à 9 Francis Bouillon à 20h. Moi, je pense que le lundi soir, il n'y a rien de bon à télé, c'est le meilleur spectacle en ville, tu sais. Vous allez vous amuser, les gars ça jouent pour le plaisir, puis ça va être le meilleur spectacle en ville, donc vous pouvez venir voir. On a un site web, hibouddemontréal.org. Oui. Si tu es handicapé visuel, puis tu veux jouer au hockey, puis que tu sais patiner,
les coordonnées sont là. Il y a un courriel, il y a un numéro de téléphone, tu peux nous contacter. Puis des gens voyants qui veulent venir aider, faites signe également. Puis on est aussi un organisme à but non lucratif, donc si des fois il y en a qui veulent souscrire, faire un don, tout est possible aussi. Mais venir aider, un coup de main, poser des questions, tu sais, n'importe quoi, là, la porte est ouverte, ça nous fait toujours répondre, de sensibiliser, aider, puis d'amener le sport plus loin, puis de répondre aux questions. Yes! Super. Est-ce que vous avez un cri, les hiboux? Non, hibou. Oui, c'est ça. Je pourrais pas topper cette fin-là. Gilles, merci beaucoup. Ça a été un réel plaisir. Hey, merci, ça fait plaisir à toi. Comme on dit, hibou! Yeah! Merci beaucoup à Gilles Ouellette d'avoir accepté de passer à Dreadful Tape. Ça a été fort agréable et fort instructif. D'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un qui a un handicap visuel, peut-être qu'il pratique moins de sport qu'avant ou qu'il en pratique plus ou qu'il joue au hockey, peu importe, mais faites-lui découvrir les hiboux. C'est extraordinaire. Ça change des vies, cette affaire-là. C'est formidable. On suit d'ailleurs avec grand intérêt le développement de la technologie pour la rondelle. Bien hâte de voir où ça va aller. C'est très intéressant. Et finalement, on veut souhaiter la meilleure des chances à Gilles pour la sélection de l'équipe canadienne de hockey sonore. Let's go, Gilles! You can do it, buddy! Sinon, je vous rappelle d'aller faire un tour sur notre page patreon.com/dreadsultape. C'est ce qui assure la pérennité du podcast. Merci encore et je vous dis à la semaine prochaine. OK, bye-bye. Non, bye-bye. Robert?